Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans Question d'actu. Les connaissances médicales et la recherche évoluent sans cesse tout au long de l'histoire. Les connaissances sur le corps humain et la science ont constamment progressé. Cela a été particulièrement vrai au cours de cette dernière année avec l'arrivée de la pandémie Covid-19. La médecine progresse et de nouveaux champs innovateurs avec de nouvelles qualifications sont demandées aujourd'hui afin de répondre aux nouveaux besoins de la société. Nous devons donc nous mettre au diapason. Une refonte de la formation en sciences médicales a été lancée chez nous déjà il y a quelques années. On la poursuit. Le premier cycle de la faculté de médecine a été touché, les autres années doivent suivre. Une commission hospitalo-universitaire a été installée récemment pour élaborer tout ce qui va déterminer ce qu'il y a de nouveau et corriger, anticiper, anticiper nos besoins dans l'objectif de pouvoir toujours répondre à la demande et l'évolution de notre population. Cette sorte d'état généraux sur le contenu de la formation médicale est dictée par l'évolution du métier qui exige une formation médicale renouvelée et en adéquation avec le bouleversement ou les bouleversements en cours dans les sciences médicales. Alors, quelle est la situation chez nous? Vers quoi voulons-nous aller? Et avec quels moyens, avec quelle stratégie? Avons-nous évalué nos carences et nos besoins? C'est de ça dont il s'agira ce soir avec nos invités. Et nous accueillons sur ce plateau professeur Gassem Moulida. Bonsoir. Bonsoir madame, merci de m'avoir invité sur ce plateau à participer à ce débat qui est important. Alors vous êtes professeur en pédiatrie et vous êtes sous-directrice de l'enseignement de graduation au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Merci d'être ce soir avec nous. Nous avons également avec nous professeur Kamel Haïl. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chirurgien au niveau du CHU Mustapha. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous avons également avec nous M. Amach Abati. Bonsoir. Vous êtes sous-directeur de l'enseignement de post-graduation au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et pneumologue de formation. Merci, alors, on parlait de cette refonte et non pas de réforme des sciences médicales chez nous. C'est la poursuite de la refonte. On en a déjà parlé ici même sur notre plateau en juillet dernier lorsqu'il y a eu une rencontre avec les différents départements ministériels, travail, santé et enseignement sup. Cette année, on poursuit. Après le premier cycle, c'est la poursuite vers le deuxième cycle, Madame Gassem Moulida. Oui, alors la refonte, la poursuite de la refonte, c'était l'un des thèmes très importants qui a été débattu le 4 janvier dernier lors de la rencontre des deux secteurs, le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celui de la santé. Donc cette rencontre avait comme axe de débat la poursuite de la refonte. Donc la refonte, si on veut dire en Algérie, c'est pas elle n'est pas venue comme ça de façon anodine. Un beau jour, on s'est réveillé, on s'est dit. Il y a un besoin qui s'est exprimé. Exactement. Elle s'est imposée sur le terrain. Elle s'est imposée sur le terrain devant pas mal de facteurs. C'est premièrement devant le médecin algérien du XXIe siècle qui ne répond plus aux besoins actuels de santé et en parallèle à ça, il y a les exigences mondiales de médecine moderne. Oui. Il y a aussi transition épidémiologique, on le exactement. vit, alors on sait d'ores et déjà que jamais ce sera comme avant. Donc cette pandémie nous a vraiment donné une leçon. Il y aura d'autres visions, donc les visions vont changer, ne serait-ce que sur le plan scientifique, médical et la recherche scientifique. C'est pour tout cela que la refonte s'est imposée et c'est surtout aussi être au diapason des recommandations et des standards internationaux en matière de médecine générale dans le monde. Nous n'étions pas aux standards internationaux, c'est cela. Il faut dire que la refonte vient un peu tardivement. Depuis les années 71, ça n'a pas été touché quand même. En fait, l'Algérie, c'est un pays jeune. En fait, il y avait quand même un besoin pour le pays. Après l'indépendance, il fallait quand même former des médecins pour pallier aux plus urgences, c'est-à-dire faire les soins généraux, surtout pour mettre des médecins dans les points les plus reculés, de façon à ce que la santé, enfin la médecine, puisse être accessible à tous les Algériens. Oui.
C'est Il y avait vrai, urgence. il y avait urgence, voilà. Donc on était dans la formation, disons peut-être la formation quantitative, la formation de masse, il fallait pallier à ce déficit. Maintenant, je pense que les besoins ne sont pas à ce stade-là. On a peut-être dépassé le stade qualitatif, peut-être qu'il faut penser peut-être à améliorer la qualité pour être, comme l'a dit ma collègue, être aux normes internationales, c'est-à-dire d'autant plus que surtout ces dernières décennies, la médecine ne cesse de progresser. C'est actuellement une médecine de pointe auquel il faut être aux normes. Et donc peut-être... Puis ça évolue très rapidement avec les nouvelles technologies. Tout à fait, donc il faut être au diapason et évoluer avec son temps. Et donc mettre à niveau les diplômes, enfin la formation des médecins algériens, c'est un impératif non seulement national mais aussi mondial. Hein. Voilà. Alors aujourd'hui, on l'a senti, hein, cette importance accordée à la médecine et aux sciences médicales avec la pandémie qui nous a touchés, qui a touché la planète entière. Hein. Vous disiez qu'il fallait passer peut-être maintenant à l'action qualitative. Est-ce qu'on peut réellement le faire? On est toujours dans le quantitatif. On a un nombre très important d'étudiants en sciences médicales. Oui, on peut passer à... Cela impacte forcément la formation et la qualité de la formation. La qualité est indispensable, surtout quand on choisit un métier comme celui du médecin. Pour reprendre un petit peu ce que vous avez dit, et d'abord je vous remercie pour votre introduction, elle était parfaite, parce qu'elle résume beaucoup de choses. Et pour vous dire toute la vérité, il n'est jamais trop tard pour bien faire. La refonte ne vient pas en retard, il fallait seulement se mettre un petit peu au même niveau des autres nations. Vous avez parlé de la transition épidémiologique, vous avez parlé également du développement technologique qu'a connu entre autres la médecine. Et la qualité, c'est vrai que ça ne marche pas de pair avec le nombre élevé, que ce soit pour la médecine ou pour d'autres spécialités, en même temps que le nombre élevé que nous recevons des étudiants. Cependant, on peut toujours se rattraper. Nous avons besoin, pour bien former, d'abord beaucoup d'enseignants. Ça, c'est une première chose. On a besoin également d'avoir les locaux et les lieux nécessaires, indispensables pour ce type de formation. Les étudiants en médecine font des stages obligatoires, c'est des stages cliniques. Donc il faut les services pour ça. Et tout ça, on peut, si ça n'existe pas, on peut toujours les créer, si vous voulez. Donc, on va parler de ce volet-là. Oui, donc pour améliorer la qualité de l'enseignement, surtout aujourd'hui avec la numérisation, avec le développement qu'on connaît, avec les techniques d'enseignement, on peut facilement améliorer la qualité d'enseignement. C'est améliorer la qualité de l'enseignant d'abord, ensuite retrouver les terrains qu'il faut pour faire des stages également, et donc on peut se rattraper, mais effectivement il faut faire une étude sérieuse sur le nombre des étudiants qu'on doit recevoir pour former un métier aussi important, aussi sensible que celui du médecin. Et puis on parlait de quantitatif, il est vrai que dans certains pays on a été vers la spécialisation ou ce qu'on appelait alors je vais reprendre le numerus clausus, c'est-à-dire on va vers des spécialités déterminées selon les besoins, mais avec ce qu'on a vécu, on a vu que ça pouvait être aussi jouer un peu l'arme à double tranchant, on se retrouver sans médecin quand il y a des épidémies ou des pandémies de ce genre. Alors comment aujourd'hui allier entre le quantitatif et le qualitatif? Je crois que cette question-là, c'est un besoin d'un pays. C'est un besoin d'un pays. Nous avons déterminé nos besoins. Oui. Nous les connaissons. Normalement, oui. Bien sûr que nous connaissons le besoin sur le terrain. Nous connaissons combien de spécialistes on en a besoin. Quelles spécialités? Il y a des spécialités qui sont en voie de disparition. Donc, on doit intervenir pour qu'il y ait des résidents dans ces spécialités-là. Donc, ce problème-là révèle d'une politique de santé. C'est la politique de santé qui va être appliquée sur le terrain. Alors, ce qui manque chez nous, peut-être qu'au niveau des spécialistes, nous formons assez, c'est peut-être pas assez bien réparti sur le territoire national. On parle aussi, donc, pour rester dans le quantitatif, vous parliez des stages, qui est important. Aujourd'hui, le médecin doit pratiquer. Il doit avoir cette possibilité de passer de la théorie à la pratique. Ce n'est pas évident de faire passer tout le monde en stage quand on sait le nombre d'étudiants qu'il y a. Vous vivez cela au niveau des CHU. Est-ce qu'il faut chercher d'autres solutions? Oui, de toute façon, l'alerte a été tirée il y a déjà plusieurs années. Au fait, c'est vrai que le nombre d'étudiants ne cesse de croître chaque année. C'est vrai, c'est des impératifs auxquels il faut répondre.
Au fait, cette formation, elle est dictée par le ministère de la Santé qui doit, lui, prévoir... Vous êtes partant pour cette politique de déterminer un nombre précis selon les besoins de spécialistes? Tout à fait. En fait, c'est ce qui se fait chaque année. En fait, c'est le ministère de la Santé qui détermine les besoins et le ministère de l'Enseignement supérieur qui essaye de répondre à ces besoins. Mais au fait, ces chiffres ces calculs sont un peu biaisés. Pourquoi? Parce qu'il y a des paramètres qui rentrent en compte. Au fait, c'est vrai que si les besoins sont exprimés autour d'un tel nombre, au fait, il n'est pas évident qu'à la fin on puisse former tout ce nombre-là. Mieux encore, même si on arrive aussi à former tout ce monde, au fait les besoins sont de plus en plus élevés chaque année. Il y a d'autres phénomènes qui rentrent en compte. Au fait, il ne faut peut-être pas se le cacher, se dire des vérités en face. Oui. C'est qu'au fait, les gens que nous formons ne sont pas tous destinés à rester en Algérie. Oui. Et donc il y a un bon nombre, je dirais que c'est un pourcentage qui est quand même très élevé et qui se retrouve à quitter le pays pour aller pratiquer. En fait, maintenant je reviens peut-être juste pour ne pas que les gens fassent l'amalgame. Faire la réforme, ça ne veut pas dire que l'enseignement n'était pas de qualité ou que la formation du médecin algérien était... C'est s'adapter aux nouveaux besoins de la population. C'est mettre à niveau par rapport à ce qui se fait mondialement, c'est tout. Mais sinon, la qualité, elle y est toujours. La preuve, nos médecins sont recrutés à l'étranger, dans les pays du Golfe, en Europe, sans problème. Et d'ailleurs... Alors c'est quoi s'inscrire aux standards internationaux? Qu'est-ce qui nous manque? Donc, il faut dire que l'Agence mondiale des médecins diplômés à l'étranger... Alors, vous avez travaillé conjointement avec des institutions étrangères pour... On a travaillé, c'est pas le mot, mais c'est des agences qui sont en train d'évaluer les médecins de par... tout le monde, tous les pays du monde. Alors, il y a des pays qui sont développés, qui ont commencé il y a déjà plus de 10 ans la refonte. Donc, cela ne veut pas dire que ces pays-là avaient des médecins médiocres, non, pas du tout, parce que c'est une nécessité. Tout a changé, la modernisation de la santé. Donc, ces pays-là développés, comme le Canada, la Finlande, la Suisse... Et il y a lieu de rappeler la conférence qui s'est tenue hier sur la modernisation du système de santé. Exactement. Et donc, ils ont essayé de faire une réforme, une refonte de cycle de médecine dans le cursus médical. Donc, ils ont commencé et ils ont mis le temps qu'il faut et ils ont abouti. Alors, nous, si on doit répondre à ces standards internationaux qui sont imposés par ces agences-là, et de ne pas priver le médecin algérien, ne pas le priver d'être reconnu mondialement. Alors, comme il a dit M. Hayel, professeur Hayel a dit que le médecin algérien, dans les pays développés, là où il va travailler, n'importe où, il est bien réputé. C'est un praticien, c'est un compétent. Et donc, on doit se mettre aux normes, c'est-à-dire introduire certains modules qu'il n'y avait pas. De nouvelles filières bien sûr, de nouvelles modules. Peut-être de nouvelles filières, oui. Parce qu'il y a des filières qui n'existent pas. Mais bien sûr, comme la gériatrie et tout. Bien sûr, ça va se suivre. Mais c'est ça, l'âme de la refonte. L'âme de la refonte, c'est commencer à réorganiser les programmes pédagogiques, commencer à réorganiser le stage pratique. Vous savez, dans la refonte, madame, on passe d'un paradigme d'enseignement pur à un paradigme d'apprentissage. C'est-à-dire, on passe d'une approche centrée sur les connaissances, sur une approche plus centrée sur les compétences. Et c'est là que fait que le médecin, avec les stages cliniques au niveau des hôpitaux, il n'y a pas que les hôpitaux, parce qu'il y a eu une convention dernièrement avec les deux tutelles, le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est-à-dire il y aura même les établissements de santé qui peuvent... On parlait d'élargir au niveau des polycliniques. Exactement, parce que comme vous avez dit, on a un nombre vraiment énorme d'étudiants et pour parvenir à une bonne formation pour tout le monde, il faut ouvrir les établissements aussi et il faut les inclure dans la formation pédagogique de ces étudiants. Et donc la refonte, elle est là pour normaliser, on peut pas dire qu'elle était médiocre, il faut dire que les tests juridiques du système de santé sont tellement ancien, depuis 1971, voilà. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que faire une réorganisation, voyez-vous, une réorganisation, faire une refonte et faire des tests juridiques qui vont avec relatif, voilà. Est-ce qu'il y a eu, vous le disiez, vous disiez qu'il y a eu une détermination de nos besoins, une évaluation de nos besoins, quels sont nos besoins aujourd'hui?
On parle de nouvelles filières, mais on ne les a pas encore introduites. Est-ce qu'on sait qu'on va vers cette population qui vieillit? On ne pense pas encore à introduire de nouvelles spécialités. Vous avez parlé de la gériatrie. De la gériatrie découlent aussi d'autres pathologies. On ne forme pas encore pour cela. Est-ce qu'on a déterminé? Est-ce qu'on a une vision sur le long terme? Voilà. C'est très difficile de répondre. De se projeter? Non, c'est très difficile de répondre d'abord à cette question. Oui. Si je prends par exemple individuellement nos praticiens, c'est facile, nous on se projette. Mais est-ce qu'il y a un travail scientifique dans ce sens? Par exemple, j'ai besoin de tant de réanimateurs pour cette année. J'ai besoin de tant de pneumologues, de tant de chirurgiens. Ce qui est sûr, c'est que quand il y a eu cette pandémie, elle nous a un petit peu montré, la pandémie Covid-19, elle a montré un petit peu, voilà, quelques faiblesses de notre système de santé et de tous les systèmes de santé, exactement, dans le monde. On avait par exemple besoin de beaucoup de réanimateurs, on avait besoin de beaucoup de pneumologues, beaucoup d'infectiologues. Et donc, je pense qu'il faut un travail scientifique pour déterminer les besoins nationaux en spécialité, et c'est basé essentiellement sur les pathologies prévalentes. Si j'ai par exemple beaucoup d'infections respiratoires, j'aurai besoin de beaucoup de pneumologues. Et c'est un travail qui doit se faire de façon régulière pour que les besoins en spécialistes, mais pas seulement en médecins généralistes. On va parler de médecins généralistes. Exactement. Aussi. En spécialiste, ça change de période en période, d'année en année. Donc il faut un travail dans ce sens. On ouvre des postes de spécialistes régulièrement. Vous parlez de spécialité, on est en train de préparer. Chaque année, il y a un concours d'accès au résidenat qui forme des spécialistes. Cette année, il y aura un concours en mois de février. Et donc on va établir effectivement des besoins. Et ces besoins-là se font en collaboration entre le département au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et celui de la santé, en fonction de ce qui existe, en fonction de ce qui existe sur le terrain et en fonction des besoins de la population en soins, en fonction des maladies, encore une fois. C'est très difficile de chiffrer. Là, il faut un travail beaucoup plus approfondi que cela. Il faut des évaluations régulières, comme le disait. Est-ce qu'elles se font? Des évaluations régulières de nos besoins. Bien sûr. Bon, moi, je rajouterais une chose à ce qu'a dit le professeur Chabati. Pour qu'on y ait... Bon, les besoins, on a une vision, bien sûr. On a un pays qui a une vision de la santé, bien sûr. Ça, une stratégie sur le long terme. Une stratégie, mais bien sûr, il n'y a pas de doute sur cela. Mais après, les moyens, il faut que ça soit moderne. La modernisation des moyens, de le savoir. Moi, je parlerai de la numérisation qui doit s'impliquer dans nos administrations des établissements universitaires, dans nos hôpitaux. C'est là. Après avoir établi des bases de numérisation, ça ne pourra qu'être bénéfique sur on va pointer et on va voir des chiffres crédibles sur nos vrais besoins. Voilà. Et c'est pour ça que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a commencé, c'est-à-dire à faire la numérisation. Parce que, vous savez, madame, cette pandémie nous a aussi obligés à enseigner autrement que présentiel, donc distanciel, par on a évalué l'impact. La visioconférence. De la visio. Est-ce qu'on a évalué l'impact? C'est pas évident. Comment évaluer l'impact, madame? C'est-à-dire, est-ce que l'étudiant a assimilé le cours? Est-ce qu'il a pu suivre? Est-ce que le cours pour vérifier cela, ce sont les évaluations, c'est-à-dire les examens qu'on fait à nos étudiants. Et je vous informe, elle va certainement vous en parler, actuellement nous sommes en train de faire des examens pratiques, ce qui n'existait pas de la même façon que cela se fait actuellement. Les ECOS, pour ne pas les citer. C'est la seule façon de les évaluer. Donc ils font des évaluations pratiques et des évaluations théoriques. En tous les cas, on est obligé de passer par là. C'est ce qu'on appelle les examens. Ça a porté ses fruits? Ça peut être une expérience à maintenir dans le temps? Ben, on verra bien. Ça, c'est ce qu'on appelle... Moi, j'insiste sur ça, professeur Chabati, parce que...
la refonte, si elle est là, on a dit que l'apprentissage sur le terrain était très important. Et on a dit qu'en parallèle, on a un nombre qui est augmenté, élevé, de ces étudiants en médecine. Alors, on s'est dit, on pourra, un lit pour un malade, pour un étudiant, ce serait de l'impossible. C'est pour ça qu'il y a eu des moyens de modernisation de l'enseignement pour cet étudiant. C'est comme la simulation. C'est créer des centres de simulation qui pourraient nous rendre un grand service. C'est l'Écosse, c'est les apprentissages, les arcs. Encore faudrait-il que tous les étudiants aient accès aux mêmes chances, hein, parce que pour avoir accès aussi à un bon débit, à une bonne connexion, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. On sait très bien comment la distribution est chez nous, au niveau en tout cas national. Pour revenir maintenant à la formation du médecin, vous qui accueillez des étudiants, qui êtes face à des étudiants qui viennent en stage, quel serait aujourd'hui, sur quoi faudrait-il agir en termes de refonte? En fait, les études de médecine, en sciences médicales, sont un peu particulières par rapport aux autres études supérieures. Oui. En fait, c'est vrai qu'il y a, en fait, comment ça se passe pour que les gens le sachent. En fait, sur les premiers cycles, c'est-à-dire les 3 premières années, on étudie tout ce qui est l'être humain normal, c'est-à-dire tous les organes, en fait, toute la physiologie, tout. Ensuite, à partir de c'est-à-dire l'être humain normal, c'est-à-dire comment devraient être les choses normalement. Ensuite, à partir du 2e cycle, on apprend la pathologie. En fait, où est-ce qu'on pourrait apprendre la pathologie? En fait, c'est sur le malade. Et le malade, on le trouve dans un hôpital ou peut-être un CHU. En fait, le terme CHU veut dire hôpital universitaire. C'est là qu'il doit accueillir aussi les étudiants. C'est vrai que, bon, je vous dirais qu'il y a peut-être quelques décennies, à notre époque, on n'était pas aussi nombreux. Et c'est vrai que le nombre, la quantité noie toujours la qualité. C'est vrai quand vous recevez 80 étudiants et quand vous faites la visite dans un service, je vais vous dire que la plupart ne pourront même pas rentrer dans une chambre de malade tellement ils sont nombreux. Alors qu'ils devraient voir de leurs propres yeux, parfois même toucher, palper, faire de la consultation. En fait, c'est ça la médecine. C'est vrai qu'il y a un enseignement théorique qui peut se faire par visioconférence. Par contre, là, je voudrais revenir à peut-être l'enseignement par Zoom ou par vidéoconférence. En fait, il fallait s'adapter à une situation qui était une pandémie. On voit le monde entier s'est adapté. On fait même du télétravail. Au fait, c'était la seule solution qu'on avait à l'époque pour. Non, pour cette crise, c'était justifié. Je demandais si ça devait être. Ça pourrait rendre service dans le futur, puisqu'on pourrait toujours enseigner à distance les modules, bien sûr, au lieu que ça se fasse dans un amphi, puisque ça allégerait aussi la présence. Les moyens sont là. En fait, ça ne demande pas grand-chose. En fait, c'est une technologie qui existe dans notre pays. Je parle du débit, qui est difficile. C'est tout, pour le Par contre, la pratique, ça reste quand même essentiel. Oui. En fait, là, on ne peut pas faire une formation d'un médecin, d'un bon médecin, sans faire de pratique. Et là, peut-être, il faut alerter les décideurs pour avoir plus de terrains de stage qui commencent à se saturer. D'accord ? C'est vrai que peut-être faire appel à des polycliniques ou à des structures privées pour accueillir les étudiants, ça pourrait être une solution. Mais l'idéal, c'est d'avoir des enseignants de qualité sur place. C'est ce qui manque. C'est pour ça que ça n'avait pas été généralisé, des professeurs, des tuteurs, ce qu'on appelle des étudiants. Tout à fait. Au fait, parce qu'il faut être quand même qualifié pour enseigner. Donc là, c'est vrai, demander à d'autres structures de faire l'enseignement, sachant quelle sera la répercussion, est-ce qu'il y a de bons enseignants sur place, alors que l'enseignant hospitalo-universitaire, il a été formé déjà dans ce sens, et qui pourrait prodiguer un enseignement de bonne qualité, voire de haut niveau. Et peut-être faire appel aux autorités pour ouvrir plus soit des hôpitaux, soit des services hospitalo universitaires qui pourraient accueillir le flux constant des étudiants. Voilà. Alors justement, la question se pose. Voilà, donc je pourrais rajouter, parce que je connais un peu... alors en ce qui concerne l'enseignement pratique ou l'enseignement pédagogique de nos étudiants, parlant surtout de 2e cycle, c'est là où l'étudiant va partir sur le terrain et tout. Donc on a déjà fait des tests juridiques qui vont avec... Il y a un tuteur, il y a des maîtres de stage qui sont dans les CHU, et puis il y a des tuteurs. Ce tuteur-là peut être un assistant de santé publique, peut être un résident qui va terminer 4e, 5e année.
Et ce tuteur, il est en coordination étroite avec le maître de stage. Ça veut dire que l'externe va trouver un encadreur qui est aussi bien que l'encadreur au niveau des grands CHU et qu'il pourra voir beaucoup de malades parce que, comme il a dit M. Hayel, c'est impossible de voir les malades avec une quantité pareille. Après, seront-ils suffisamment formés juste pour... Oui, mais bien sûr. Mais pourquoi ils ne seront pas formés? Parce que ce qu'on a fait pour la refonte en parallèle, c'est que, madame, on a fait former des formateurs. On a fait plusieurs réunions, on a fait plusieurs ateliers. La formation doit être continue, hein, on est d'accord sur ce point-là. Oui. Et la refonte doit se poursuivre, et ça on n'a pas le choix. Et la formation des formateurs, elle continue. C'est-à-dire on est en train de former des promotions d'enseignants. Il n'y a pas de formation continue? C'est une autre chose. La formation continue, voilà, c'est... Oui, je sais que c'est autre chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas de formation continue quand on sait l'évolution aujourd'hui des sciences médicales dans le monde, hein, c'est-à-dire que le médecin, aujourd'hui, est obligé de se mettre d'être toujours à la page. On le voit en tout cas dans certains cabinets, les médecins ont souvent recours à des moteurs de recherche pour s'informer sur telle ou telle maladie. Est-ce qu'il n'y a pas une absence aussi de formation continue? Absence, non. Il y a toujours la formation médicale continue. De toute façon, qu'est-ce qu'on dit? Le médecin, c'est un étudiant éternel. Oui. Et il étudie tout le temps. Il se retrouve face à des pathologies aussi nouvelles. Bien sûr, surtout s'il y a des pathologies émergentes. Oui. C'est le cas aujourd'hui. Il y a des pathologies émergentes. Donc la formation médicale continue, elle existe. Faudra-t-il peut-être intensifier, voir comment d'autres systèmes de formation médicale continuent. Mais ça existe, ça a toujours existé, et ça continuera à exister. Et elle continue, jusqu'à maintenant, elle est maintenue. Les formations, ce qu'on appelle les formations médicales continues et spécialisées et de surspécialité, il y a même des tests juridiques qui vont avec et tout. Et donc, elle est maintenue, on le fait. Donc, il y a en parallèle la formation, ce que vous dites, la formation médicale continue. Je tiens, madame, à vous... il a parlé, M. Hayel, d'un premier cycle qui s'articule sur le socle des connaissances et les sciences fondamentales. Et en parlant de la pandémie, là, dans la refonte, on a fait introduire des unités d'enseignement. Ces unités d'enseignement ont rapport avec ce qui se passe dans le monde. Par exemple, cette pandémie de Covid-19 nous a appris que l'immunologie et la vaccinologie, c'est des modules qui sont inévitables. Surtout les 3 premières années de la formation médicale. On a fait introduire les soins infirmiers, on a fait introduire le secourisme, on a fait la formation des langues. Donc tout ça, ça y est, on l'a fait. Il est entré en vigueur en 2018-2019. Et donc il a des textes aussi qui sont relatifs. De la perche en parlant des langues, un sujet aussi très sensible chez nous. On fait tout notre cursus en langue arabe et puis en sciences médicales, on se retrouve à étudier en langue française. Ça peut être aussi un frein pour les étudiants. Et puis maintenant, on s'ouvre sur... c'est pas un frein, madame. Sur l'anglais. C'est pas un frein, mais c'est effectivement difficile. En tout cas, pour la recherche, ou dans le domaine de la recherche, ça peut être compliqué. Oui. Bon, la langue... Nous avons effectivement remarqué, depuis quelques années, que les étudiants en médecine, en tous les cas, c'est ce que je connais moi, ont des difficultés au départ, parce qu'effectivement, ils avaient fait leur cursus jusqu'en terminale, jusqu'au baccalauréat, en langue arabe. Et puis, du jour au lendemain, ils se retrouvent en train de faire de tous ces modules en langue française. Effectivement, il y a une mise à jour à faire pour eux. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un module, le professeur Gassem, au niveau du cycle préclinique, où un test en langue française est fait. Et actuellement, je pense que peut-être faudra-t-il axer sur une autre langue également, sur la langue anglaise, qui est la langue de la recherche. Il faudrait l'introduire dès le départ, dès le primaire, pour pouvoir avoir un bon niveau après. Il ne s'agit pas juste de l'introduire au niveau de l'université pour se retrouver avec le même problème. Oui, là c'est un autre problème, effectivement. Il faudra peut-être penser à revoir dès le départ au niveau du cycle primaire et moyen et secondaire pour introduire la langue anglaise un peu plus tôt que ça. C'est la langue qu'il faut utiliser et toutes les recherches, toutes les publications scientifiques. Absolument, voilà, vous parlez de recherche par rapport aux publications. En langue anglaise, effectivement. Il y a ce décalage. Mais je peux vous dire une chose, madame, d'abord,
que nos étudiants en langue française, ils font des efforts considérables et ils ont un niveau acceptable aujourd'hui. Les étudiants en médecine, beaucoup maîtrisent la langue anglaise. Et il suffit maintenant de revoir comment introduire de façon officielle cette chose dans l'enseignement que nous assurons. Même nous devons nous y mettre, absolument, oui. Oui, en fait, si on voit ce qui se passe, enfin ce qui se fait dans le monde, en fait, quand on voit tout ce qui est publication scientifique dans le domaine médical, ne représente que 3% qui sont en français. D'accord, mais après 97% qui sont en anglais. En fait, je pense que c'est l'avenir. En fait, nous, c'est un passé auquel on a hérité, on connaît la situation, donc on a hérité de l'école francophone et tout. Là, je pense qu'il est impératif. Il est impératif de passer à autre chose, c'est-à-dire de passer carrément à l'anglais. Il faut que ça commence en amont, c'est-à-dire que ça commence directement au cycle primaire, voilà, pour que ça devienne une chose tout à fait banale. Pour une bonne maîtrise, voilà, on ne va pas refaire les mêmes... Alors maintenant, c'est vrai, comme l'a dit le professeur Chapati, c'est que quand on enseigne, c'était pas ce qu'on ne voyait pas peut-être il y a quelques années. Au fait, maintenant, c'est vrai que très souvent, quand on enseigne, on voit, d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure à votre collègue, on voit les étudiants avec une incompréhension. Et donc, à un certain moment, on se posait la question, est-ce qu'on enseignait mal ou est-ce qu'ils ne comprenaient pas la conférence? Au fait, parfois, ils ne comprennent pas le français. Et c'est toute la difficulté de la chose. Ça handicape. Parce qu'au fait, là, on est en train de perdre notre temps à améliorer leur français plutôt que de se baser sur les sciences médicales. Ça, c'est handicapant. Donc, je pense qu'une réforme, dans ce sens, une réforme qui va peut-être à l'origine des choses, c'est-à-dire commencer carrément avec l'anglais et peut-être oublier cette histoire de français et passer à autre chose. C'est facile à dire. Voilà, après, dans la pratique, ça prendra quand même plusieurs années. Ça va s'étaler sur le temps. C'est une question de temps. Oui. En fait, il y a une constatation, c'est que les étudiants de médecine, en fait, il y a quelques années, ils avaient pratiquement presque le même niveau, bien sûr, sauf certains surdoués. Maintenant, on voit peut-être deux classes. Il y a ceux qui sont vraiment à la traîne et qui n'arrivent pas à suivre. Il y a qui sont super brillants. Mais quand on dit brillants, c'est que là, quand vous êtes en train d'enseigner, ils sont en train de taper votre conférence et en anglais. Vous imaginez, donc la performance est quand même, ce n'est pas anodin, c'est-à-dire ça vous donne une idée sur le niveau. Et je pense qu'il faut peut-être améliorer les choses pour aller vers quelque chose de plus sérieux, ça passer. On parle de toute façon d'être module anglais maintenant dès le cycle primaire. Alors vous avez parlé de toute façon tout à l'heure du médecin généraliste, du médecin de famille. On parle beaucoup ces derniers temps de son statut, de revoir sa formation. C'est lui qu'on doit consulter en premier pour aller ensuite vers des spécialités, ce qui ne se fait pas forcément chez nous, on va tout de suite vers le spécialiste. On parle maintenant de médecin généraliste spécialiste, c'est-à-dire quoi? On va encore allonger ses années de formation, on va revoir complètement son statut. Oui, tout à fait. Alors, pour allonger, c'est pas ça. Alors, la refonte du troisième cycle, ce qu'on appelle le TCEM, donc le troisième cycle des études médicales, elle s'articule sur le médecin généraliste. Alors, le médecin généraliste, comme vous le savez, au lieu de commencer sa vie professionnelle après un échec, qui est de réussir dans le concours de résidenat, s'il ne réussit pas, il est médecin généraliste. On parle d'échec pour un médecin généraliste. C'est difficile de commencer sa vie après un échec. Ça sera toujours une note négative et amère. Nous, qu'est-ce qu'on est en train de réfléchir, on est en train de travailler à des ateliers, il y a de tout. C'est que ce médecin-là, il sera un médecin généraliste, mais avec une spécialité à part entière, qui est la médecine générale. Et que cette spécialité, peut-être que c'est après ce concours de résidenat où il va la choisir. Il est convaincu. Et quand il est convaincu, il va l'aimer. Il va travailler. Sachant que ce médecin généraliste, c'est lui le socle de la santé de famille. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Dans le monde entier, le médecin de famille. C'est sur lui que s'articulent tous les problèmes de santé de premier rang. Donc ce médecin-là, il doit être formé. On ne doit pas le laisser comme ça. Cette formation, je ne sais pas maintenant les nombres d'années, mais cette formation, après quelques nombres d'années, il est un médecin, un spécialiste en médecine générale
Il sera spécialisé, il y aura des options peut-être sur le cardiovasculaire, urgence cardiovasculaire, la gériatrie. C'est-à-dire c'est une chez nous. Exactement. Et on est en train de revoir cette architecture de troisième cycle. Et la question qui s'est posée, que j'entends tout le temps, alors maintenant, après 7 ans, vous voulez aller jusqu'à 9 ans pour faire quoi? Un médecin? Non, faire un médecin généraliste. Le pilier, c'est la pierre angulaire de la santé. Oui, de la santé de famille. Et si on règle ce problème, et la santé aura vraiment eu un coup de... On va savoir où on va. Parce que le médecin généraliste, il va absorber toute une masse de cette population. Ce sera un médecin référent. Non, ce sera un médecin référent, un omnipraticien, un décideur, un dispenseur de soins de qualité, un gestionnaire. Donc tout ça, et donc si on va réussir à le former de façon adéquate et de façon avec tout ce qui est moyen de modernisation de la santé, vraiment le pari sera gagné après. Il faudra mettre en place un cadre juridique justement pour que ce soit une spécialité à part entière. Exactement, bien sûr. Quand on fait une réforme, madame, quand on parle d'une réorganisation, une formation, en parallèle, il y a toujours des tests. Il y a des tests d'application et des tests qui seront des tests juridiques qui vont relatifs à cette refonte, bien sûr. Alors le médecin référent, le médecin généraliste, aujourd'hui on doit aller aussi vers ça, mais est-ce qu'il faudra faire de une visite obligatoire d'abord chez le médecin référent pour passer au spécialiste après? En fait, je vais vous dire, quand on voit ce qui se passe par exemple en Europe du Nord, on passe d'abord par en Angleterre. Non, il est interdit de consulter carrément un spécialiste ou à l'hôpital sans passer par le médecin de famille ou le médecin de quartier. Au fait, notre politique, nous, au fait, à trop vouloir démocratiser les soins, on a un petit peu vulgarisé le médecin généraliste. Au fait, parce que l'accès aux soins est devenu tellement simple, disponible, que n'importe qui peut aller consulter dans un CHU, alors que logiquement il devrait y avoir une pyramide des soins. Absolument. Alors qu'il devrait passer déjà par les structures de proximité pour faire les soins de base, ensuite vers vers les hôpitaux, les structures un peu plus spécialisées, pour arriver en fin de compte vers le CHU où logiquement il est dispensé des soins de haut niveau, voire une médecine de pointe. Là, on a été noyé dans les soins de tous les jours et maintenant, comme je le dis à chaque fois, il y a une pression supplémentaire. Tout à fait au niveau des CHU où on continue à faire les soins de tous les jours, c'est-à-dire les plus banaux qui peuvent se faire dans les proximités. Et là, le rôle du médecin généraliste est exactement où il intervient et qui pourrait lui déjà absorber tout ce flux qui ne nécessiterait pas peut-être d'aller dans un CHU pour faire des soins. Les véritables urgences, parfois on passe à côté à cause de ce flux. C'est vrai qu'on parle du généraliste qui devrait être un peu plus spécialisé dans la médecine générale, mais aussi il faut faire la politique de ses moyens. En fait, il faut faire une refonte, revoir les choses en fonction de la situation en laquelle on se trouve. Actuellement, en Algérie, on fait un peu plus de 50% des soins d'urgence. Et peut-être qu'il faudrait dans l'avenir revoir la chose et aller vers une spécialité qui a été créée en Europe dernièrement, cette dernière décennie, parce qu'ils ont trouvé, ils avaient besoin de cette spécialité. Au fait, c'est l'urgentiste. En fait, c'est vrai, vous allez dans un hôpital, vous avez mal quelque part, et on va vous faire des examens biologiques, des radiologies, sans que chacun sache exactement de quoi il s'agit. Et donc, ce qui a été fait en Europe, c'est qu'on a créé un urgentiste qui va s'occuper, ça veut dire qu'il va s'occuper de toutes les urgences, les regrouper, et qui va pouvoir même gérer l'urgence. En fait, je pense qu'il faut peut-être penser à ces différentes spécialités modernes et qui pourraient rentrer dans le cadre de la refonte des études médicales. Voilà. Et puis aussi, il faudrait peut-être apprendre aussi aux médecins, je parle de l'étudiant bien sûr, de passer de la théorie au raisonnement clinique. Ça, c'est déjà fait. C'est obligatoire. De toutes les façons, la refonte insiste beaucoup sur ce que vous venez de dire. C'est fondamental pour le médecin. C'est impératif. Et c'est par la pratique aussi que cela peut intervenir. Oui, si vous permettez, je reviens uniquement sur le médecin généraliste. Il y a certains principes qu'il faut qu'on revoie chez nous.
mes collègues ici l'ont bien précisé, il faut qu'on cesse de penser que le médecin généraliste a échoué. Voilà, absolument. Ça, c'est la première chose. Ça peut être un choix aussi. La deuxième chose, il faudra qu'on se rappelle toujours qu'il y a des niveaux de soins. Et d'ailleurs, même au niveau de la santé, il y a dans ce sens une sorte de réforme, si vous voulez. Oui. Il y a des choses qui vont changer également. Le niveau des soins primaires, c'est du ressort du médecin généraliste. Oui. Et puis, il y a un retentissement, j'allais dire, financier là-dessus. On dépense trop d'argent là où il ne faut pas. Exactement. Aller consulter un spécialiste directement pour dépenser énormément d'argent, c'est ridicule, j'allais dire, alors qu'on peut régler le problème à un niveau inférieur, c'est-à-dire au niveau des soins primaires, au niveau du médecin généraliste. Oui. Tout cela doit être revu. Et c'est pour cela que lorsqu'on forme un bon médecin généraliste, beaucoup de choses vont redevenir, j'allais dire, normales. Ça va alléger la pression, hein, comme... certainement, et le niveau supérieur, c'est-à-dire tertiaire, qui est réservé au CHU, au centre hospitalier universitaire, c'est beaucoup plus de la recherche et des soins de haut niveau également. Et si on veut que tout s'améliore, que notre recherche médicale, qui est malheureusement actuellement un petit peu à la traîne, avance, qu'on se mette au niveau des nations dites développées, je pense qu'il faut que chacun puisse faire son travail à son niveau. Le CHU, c'est le niveau de soins tertiaires, c'est les soins de haut niveau, c'est la recherche. Et bien, il faut les libérer pour que ce type de recherche soit fait, et ça ne sera que du bénéfice pour tout le monde. Bien sûr. Pardon, excusez-moi, je rajouterai de l'eau dans le moulin de mon collègue. Alors, en ce qui concerne la recherche scientifique, c'est vrai que vraiment, c'est un domaine où on n'excelle pas beaucoup. Oui. Hein, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais après, ça demande aussi des moyens, non? Les moyens, oui. Et puis, dans la refonte, on a pensé à ça. Donc, la 6e année, on a toute une unité de méthodologie et l'initiation aux recherches scientifiques. C'est-à-dire maintenant, l'étudiant de 6e année, que moi je considère comme une mine de connaissances, hein, une mine d'or de connaissances et un socle de tout ce qui va se passer après. Si j'arrive à lui inclure que la recherche, ça fait partie de son cursus, ça fait partie de son travail, après, quand il sera spécialiste en médecine générale, il va aider aussi à la recherche scientifique dans son domaine, bien sûr, parce qu'il sera... Ce sera une spécialité à part entière et qui pourra donner. Et économiquement aussi, si nos patients vont apprendre que le médecin de famille, c'est le pivot et qui vont directement vers le médecin de famille et qui peut régler pas mal de choses, moi je vous dis. Il peut régler 70% des problèmes de cette masse de population. On n'aura pas à faire de gaspiller de l'argent sur des examens complémentaires hein, pour... Il y a les coûts aussi à suivre et à gérer, hein, puisque nous avons un accès gratuit à la santé, puisque vous parlez des sciences. Aujourd'hui, développer la recherche dans les sciences médicales pose un problème de financement. C'est l'accès gratuit aux soins, madame. Oui, aux soins, voilà. Oui, aux soins, bien sûr. Aux soins, voilà. Oui. Aujourd'hui, pour la recherche médicale, il y a le problème du financement qui se pose derrière. Enfin, c'est ce qui bloque, c'est ce qui freine, ou qu'est-ce qui pourrait freiner la recherche scientifique? Enfin, ce qui freine, bon, c'est vrai que, vous savez, actuellement, les pays les plus développés, ce n'est plus les pays qui possèdent, comme je le dis à chaque fois, la bombe atomique, mais c'est les pays qui développent une science par laquelle ils arrivent quand même à tenir le monde. Et pour faire un vaccin, pour avoir le vaccin de la Covid, il fallait faire, effectivement, il fallait faire la queue comme tout le monde et encore attendre son tour pour avoir. En fait, c'est tout actuellement le principe du développement. C'est de grands laboratoires qui ont mis en place aussi tout à fait. ce genre c'est de vrai vaccin. Que bon, ça demande énormément de moyens, mais il n'y a pas que ça. Dans notre pays, au fait, ce n'est pas vraiment ça le problème, parce qu'au fait, quand on fait de la recherche, très souvent on l'a fait au niveau des CHU, c'est-à-dire on fait de la recherche clinique, et très souvent ça ne demande pas vraiment des noyaux colossaux. Par contre, le problème est, on revient au médecin généraliste. Au fait, comme je l'avais dit dans un autre plateau, on est tellement noyé dans les soins n'avait pas le temps. Qu'on n'a pas, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à faire des soins, enfin si on fait quand même des soins de haut niveau, mais on n'arrive plus à faire de la recherche. Logiquement, pour les hôpitaux universitaires, ce sont aussi des chercheurs hôpitaux universitaires qui devraient être dans un CHU, faire de l'enseignement au lit du malade, que ce soit au bloc opératoire, en paillasse ou en radiologie, avec les étudiants auxquels ils vont leur apprendre leur futur métier, et en même temps faire des soins dans lesquels ils vont, bien sûr, ils vont aboutir à de la recherche qu'ils pourront peut-être publier.
Nous, on est submergés par les soins de tous les jours. Et vraiment que tous les jours, que ce soit les pédiatres, que ce soit les pneumologues, que ce soit les chirurgiens, on est là en train de faire. Alors, par contre, si les généralistes qui sont un peu plus spécialisés pouvaient absorber ces soins, là, ça nous donnerait plus d'opportunités pour faire de la recherche. Une valorisation aussi de l'enseignant, chercheur hospitalo-universitaire qu'il faudrait peut-être encore... Enfin, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. On y est, hein. Là, bon, on y est, hein. On sait que aussi les enseignants chercheurs hospitalo universitaires sont soumis à une évaluation. Pour parler du dernier chapitre, on arrive aussi à la fin de l'émission. Il y a aussi la révision de cette grille d'évaluation des promotions dans les différents grades des enseignants hospitalo universitaires qui a été discutée suite aux travaux de groupes de travail conjoints sur les comités consultatifs hospitalo universitaires locaux et nationaux, au niveau national en tout cas. La question de oui. Sur l'évaluation, hein, aujourd'hui les enseignants, chercheurs hospitalo-universitaires qui doivent être soumis à une évaluation continue, et cela à travers des recherches et de publications. C'est ce que l'on demande aujourd'hui. Vous parlez de la grille de promotion Oui, de la grille de promotion. Ça, oui, je suis passée à un autre thème. Non. Je suis passée au deuxième volet qui a été discuté lors de la réunion des deux groupes. Même ce que vous dites, c'est un petit peu... C'est-à-dire, il y a un petit amalgame dans ce que vous dites là. Il y a effectivement, vous parlez de la réunion du 4 janvier qui a regroupé les cadres des deux ministères, c'est-à-dire l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Nous avons parlé d'un chapitre, d'un des ateliers, c'est la refonte, effectivement, et puis il y a eu 3 autres, dont la CCHUN et la CCHUL. Mais avant de répondre à cela, vous avez parlé de la recherche. Il y a eu déjà la recherche, il y a eu un atelier là-dessus qui était destiné ou dédié aux sciences fondamentales. Chez nous, il y a un petit problème là-dessus, les sciences fondamentales en sciences médicales, qui sont très importantes pour la recherche scientifique médicale. Il y a un petit peu des soucis, notamment en affectation de ces spécialistes, en nombre de ces spécialistes. Peut-être c'est une autre refonte, peut-être, hein, entre guillemets, je qualifie cela de cette façon, qu'il va falloir revoir pour intégrer justement de façon plus intéressante, plus importante, ces sciences fondamentales avec ce qui se passe en clinique, et c'est avec ces deux-là qu'on peut avancer pour la recherche. Le moteur de la recherche médicale, ça commence par les sciences fondamentales médicales, c'est très important. Ça, c'est un deuxième chapitre. Ensuite, je reviens à la question que vous avez posée concernant l'évaluation et les grilles. Les grilles d'évaluation, ça consiste, plutôt ça parle des grilles d'évaluation de passage au grade universitaire, des maîtres assistants, des maîtres assistants au grade de professeur, de maître de conférence. Et puis il y a pas le grade, il y a le poste de chef de service qui n'a pas été revu depuis des années aussi. Un poste supérieur. Non, pas depuis des années, quelques années déjà. Hein, c'est tout, ça fait pas longtemps que ça a été déjà revu. Maintenant, il est question de revoir ces grilles sur un certain nombre de paramètres, relatifs à la pédagogie, aux soins que nous faisons, à la recherche et à l'expérience de ces praticiens. Et pour le chef de service, il est question également d'introduire, ça c'est un sujet de débat, hein, ça n'a pas été arrêté de façon définitive, puisque il s'agissait... Il est encore soumis à débat. Oui, c'est toujours à débat. C'est les premières conclusions qui ont été soumises lors de la réunion du 4 janvier. C'est toujours un sujet de débat. C'est pas encore arrêté de façon définitive. Voilà, il nous reste 5 minutes pour clore le débat. Votre avis sur la question, professeur Haïm? Vous savez, moi et mes collègues, on a fait des études en sciences médicales. Et finalement, c'est les études les plus difficiles. D'accord, vous connaissez le parcours pour passer par un bac, exceller dans son bac pour avoir accès à ses études. Faire des études, hein, comme vous le dites. Voilà, faire des études de 7 ans pour avoir un diplôme de généraliste. Ensuite, passer les plus difficiles des concours pour accéder à une spécialité, au bout duquel ensuite vous passez des concours pour être recruté en tant qu'enseignant, chercheur hospitalo-universitaire. Donc, être l'élite de l'élite, ensuite faire des thèses, passer tout le temps ces concours, je pense que c'est déjà une bonne évaluation. Maintenant, le débat ne fait pas l'unanimité pour ces grilles-là. Peut-être il faut faire un débat un peu plus élargi avec les professionnels. Pourquoi les changer et pourquoi maintenant? Sachant que... Vous demandez est-ce qu'il y a une plus grande consultation? Oui, je pense que oui. En fait, les grilles ne sont pas si vieilles que ça. Par exemple, si vous parlez de la grille de chefferie de service, elle ne date que de quelques années. En plus, sur la COFA, même la dernière qui date de 2016, je crois. 2016. Elle a été à peine modifiée avec
cette grille, nos aînés sont passés, nos confrères, donc je ne vois pas pourquoi il est très urgent de revoir cette grille-là. Bon, c'est vrai que pourrait-on dire c'est pour un petit peu rehausser le niveau, mais bon, parfois il y a un amalgame. Vous savez, être chef de service, on peut être le meilleur scientifique du monde, le meilleur professeur avec lumière, être le plus mauvais chef de service. Au fait, un chef de service, c'est un poste de gestion. Oui, absolument. On disait, le médecin aussi doit être communicant, gestionnaire, c'est aussi sa spécialité. Hein. Comme on peut être aussi un professeur tout à fait normal et être un très bon gestionnaire. En fait, un chef de service, c'est gérer une équipe avec un projet de service pour lequel vous devez aboutir après quelques années, c'est-à-dire essayer d'avoir. Et donc, revoir cette grille maintenant, bon, moi, à mon avis, ça reste mon humble avis. Oui. Ce n'est pas vrai, enfin, je pense qu'il n'y a pas le feu. Peut-être élargir le débat à un large, avec une large consultation. Très bien. Alors on dit, le médecin n'est pas qu'un expert médical, il faut aussi peut-être introduire d'autres formations comme la communication, la gestion aussi. Oui. Alors, moi, je voudrais dire comme dernier mot, oui. Moi, je parle, il ne faut pas avoir un amalgame, mais je parle de la refonte des sciences, des études médicales. Donc, moi, en matière de refonte, il ne faut pas avoir peur de changement, parce que quand on connaît les causes, on est moins étonné, on est tout à fait pour. Le monde a changé et il faut qu'on change avec, il faut que notre formation soit au diapason de ces normes-là et que introduire... S'adapter à la demande de la population et de la société. Exactement. Alors, s'adapter aux besoins actuels de besoins de soins de santé chez nous, d'accord. Donc la refonte, elle est venue au moment opportun, c'est-à-dire on a commencé en 2015 déjà, on a un recul de 4 ans, on est dans notre 4e année. Elle se voulait très progressive. Pourquoi? Parce que donner comme ça un changement en vrac de tout un cursus, ça aurait été un peu... mais quand ça vient... Il ne faut pas aller dans la précipitation. Exactement. Donc en matière de refonte, ce n'est pas de la précipitation. Il nous reste 3 ans, madame. 2024, c'est demain. Vous disiez que ça s'est fait de manière progressive. Pourquoi? Je vais vous dire exactement. Oui. Je vais vous dire pourquoi c'est progressif. Pourquoi? Parce qu'on s'auto-évalue. Après chaque cycle, on va faire une évaluation. On va se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché et résoudre les problèmes. Et après, passer à l'autre cycle et tout. Mais en matière d'être dans les normes standards, dans les standards internationaux, il nous reste peu de temps. Il nous reste peu de temps pour que ce médecin algérien, qui est vraiment un médecin compétent, que je respecte, qui est un médecin intelligent et qui est un praticien, il ne faut pas le priver d'être accepté dans l'organisation mondiale de la santé. Très bien, merci messieurs, dames d'avoir participé à ce débat. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir. Que je vous invite à une belle soirée spéciale Yennayer à partir de Khenchla. À Gaz, c'est à l'occasion de Yennayer de 1972, avec de très beaux reportages des différentes régions de toute l'Algérie, mais aussi avec des invités qui sont venus d'Aris et des amis de Khenchla. Avec bien sûr beaucoup d'images, mais aussi un débat sur l'identité algérienne, la célébration de Yennayer, les coutumes et bien sûr et les valeurs ancestrales de toute l'Algérie. Canal Algérie vous propose une émission spéciale Yennayer, mardi soir à 21h. Es Guess am Guess. Parce que votre santé est précieuse.
Ce programme vous est présenté avec le concours des laboratoires Biopharm. L'engagement pour la qualité. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous revenons ce soir sur l'actualité sanitaire de cette semaine, en l'occurrence les Assises nationales de santé ou ce qu'on a appelé le séminaire national sur la modernisation du système de santé qui a eu lieu hier et avant-hier à Alger. La rencontre rehaussée par la présence du président de la République avait l'ambition de procéder à une évaluation minutieuse du secteur et de trouver des solutions pratiques applicables sur le terrain en mettant au cœur des préoccupations le patient ou le citoyen. Avec mes invités, on reviendra sur l'ordre du jour de ce séminaire, quels sont les différents points abordés en atelier, comment va se faire cette modernisation, voire cette refonte de la santé, quels sont les aspects dont on doit tenir compte pour nous mettre aux normes de ce qui se fait à travers le monde aujourd'hui. Voilà en gros le propos retenu ce soir pour cette émission et j'ai le grand plaisir de recevoir pour en parler justement le professeur Riyad Mahiaoui. Vous êtes membre du comité scientifique, vous êtes également président de la Société algérienne d'anesthésie et de réanimation et de soins intensifs et des urgences. Bonsoir. Bonsoir Sarah et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis bonne année. Heureux, bonne année, meilleurs vœux et très heureux de rencontrer mes copains et mes amis, Rachid Belhadj et le docteur Tafat. Oui, j'ai également le grand plaisir de recevoir le professeur Rachid Belhadj. Vous êtes directeur des activités médicales et paramédicales au CHU. Mustafa Bacha, bonsoir. Merci pour l'invitation, c'est réciproque, avec un réel plaisir d'être parmi mes collègues. Oui, j'ai également le grand plaisir de recevoir le docteur Abdelkader Tafet. Vous êtes président de la Société algérienne de médecine générale. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie à vous trois. Alors, je le disais à l'instant, l'actualité en ce début de semaine a été médicale. Un séminaire rehaussé donc par la présence du président de la République à la clôture, mais aussi par la présence également du Premier ministre à l'ouverture donc de cet événement. Une forte présence du politique dans cet événement médical. Est-ce que cela peut être un signe finalement, professeur Mahiaoui, de l'importance qu'on accorde aujourd'hui à la réforme de la santé ? Écoutez, effectivement, la rencontre et l'intéressement de Monsieur le Président de la République et tout le staff et tous les membres, les cadres supérieurs de l'État, les ministres, les responsables de la sécurité du pays étaient présents. Ça donne quand même une idée sur la volonté de changement et la volonté d'insuffler un nouveau souffle dans la réforme de la santé, d'autant plus que cette santé qui est arrivée à une limite, où il y a beaucoup de transitions qui font qu'actuellement, il faut réellement jeter un œil sur la santé qui regorge quand même de problèmes, les ressources humaines, les ressources logistiques, le mode de gestion. Et par rapport à cette transition épidémiologique, démographique et technologique, il faudra qu'on s'inscrive. À laquelle on devrait justement on devrait s'inscrire. Oui. On n'est plus aux années 70 où on était à 14 millions. On est en 2022, on est quand même à 45 millions d'habitants. Oui, même question pratiquement au professeur Belhadj. Enfin, je pose cette question parce que peut-être auparavant, il y a eu des assises nationales de la santé qui étaient un peu comme des velléités sporadiques, j'ai envie de dire, au bout desquelles il n'y a pas eu de réel changement. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé ? Écoutez, depuis maintenant deux décennies que nous sommes en train de soulever le problème de la modernisation de la santé, de notre système de santé. C'est vrai que nous avons un système très humain, nos portes sont toujours ouvertes. Et nous avons franchi, l'a dit M. le Président de la République, on a fait un grand pas depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Ce n'est plus la médecine des années 70 ou 80. Maintenant, ce qu'on a entre nos mains aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on a aussi médité pour qu'il y ait une nouvelle loi sanitaire. On a une nouvelle loi sanitaire, celle de 2018, avec ses avantages, la carte sanitaire. Il y a une nouvelle vision du système de santé. dont l'application a été un peu retardée par la pandémie, malheureusement. Exactement. Le deuxième événement majeur important, c'est que le politique, tous les hauts responsables s'accordent tous à dire que
La sécurité sanitaire devient une priorité, ça devient un problème de sécurité sanitaire, devient l'une des priorités comme la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire. Il ne faut pas oublier aussi que le système universitaire algérien, nous produisons quand même chaque année, en participant dans la formation du médical, du paramédical, nous avons 13 facultés de médecine, nous sommes là à améliorer, c'est-à-dire sur le plan ressources humaines, mais quand même nous avons quelques insuffisances. Parmi ces insuffisances, il y a fuite des cerveaux. On va y revenir. Hein. Transfert de soins étrangers et pas mal. Donc c'est l'occasion, nous tenons à remercier, je préside un syndicat des soins universitaires, nous tenons à remercier le président de la République d'avoir accordé une importance capitale justement au personnel de la santé, au système de santé. Est-ce que la Covid a précipité justement, en exacerbant, j'ai envie de dire, les dysfonctionnements de notre système de santé, est-ce qu'elle a précipité ces réformes finalement Elle lui a donné beaucoup plus ce caractère urgent, exact. Oui. Elle lui a donné ce caractère plus urgent par le nombre, quand même nous sommes sollicités maintenant, ça fait 2 années que nous sommes en train d'y faire face avec tous nos moyens. Il ne faut pas oublier aussi qu'on n'a pas arrêté justement de prendre en charge l'ensemble de la population pour les autres pathologies, le cancer, l'enfant... Avec quelques perturbations quand même, professeur Belhadja. Mais nous sommes là à faire face à la santé publique, à l'accidentologie, à la santé maternelle. Et quand même, ça use le personnel de la santé. Donc il y a une reconnaissance du président de la République, du rôle qu'a joué le personnel de la santé depuis l'ambulancier jusqu'au professeur chef de service. C'était une occasion. Inch'Allah, pour nous, ça va être l'année ou jamais. L'année 2022, on doit y aller tous ensemble, en tant que partenaires sociaux, en tant que professionnels de la santé, tous les responsables, à améliorer notre système de santé. Oui, effectivement, le séminaire justement sur la modernisation de la santé a été encore une fois l'occasion pour le président de la République de rendre un vibrant hommage au personnel de la santé qui est toujours au front, puisque cette pandémie n'est pas encore terminée. Docteur Tafat, vous étiez présent à ces assises, vous avez participé à plusieurs ateliers. Est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui qu'il y a plus d'intérêt porté justement à cette réforme ou à cette mise à jour, ce que vous me disiez tout à l'heure? Oui, effectivement. Je ne qualifierais pas de réforme du système de santé, je qualifierais cela plutôt par une mise à niveau. Ou plutôt mise à niveau. Que modernisation. Oui. Un système de santé ne peut être ni archaïque ni moderne. Donc je parlerais plutôt d'une mise à niveau de notre système de santé. Effectivement, il était temps de revoir notre système de santé. Le président l'a dit que c'est un système qui est bon, qui n'est pas le meilleur, mais qui n'est pas aussi le pire. Mais c'est vrai que, vu de l'extérieur, c'est un système qui est bon parce qu'on a éradiqué donc, dans les années 70 plusieurs maladies. On ne trouve plus d'enfants qui boitent actuellement. À cause de la poliomyélite, il y a moins de rougeole, il y a moins de cas de maladies transmissibles. Mais c'est vrai qu'entre les années 70 et la fin et le début du XXIe siècle, il y a une transition épidémiologique. Il y a d'autres défis aujourd'hui. D'autres défis, exactement. Oui. L'espérance de vie, comme l'a dit le président, est passée donc de 50 ans à 75 ans. Donc qui dit espérance de vie longue, dit donc augmentation des maladies pathologiques, etc., qu'il faut prendre en charge. Donc, il était temps de revoir notre système de santé. Oui, on va y revenir en tout cas sur cet aspect justement de la prévention des maladies transmissibles ou non transmissibles, ou ce caractère justement épidémiologique qui a un peu changé. Je vous propose à présent de regarder un reportage justement qui revient sur ces assises qui ont eu lieu, rappelons-le, dimanche et samedi, donc hier et avant-hier. Regardez, c'est un reportage signé Nessarine Moussaïdi. Des recommandations et des décisions à même d'initier une réforme et une modernisation du secteur de la santé dans tous ses segments, à l'image des questions financières, des statuts de la carrière professionnelle et de la formation. Des décisions qui seront applicables par le gouvernement progressivement selon les moyens et ce avant la fin de l'année en cours.
Il faut avoir la politique de nos moyens. Donc, comme il a dit Monsieur le Président, donc on peut faire des réformes. Il y a des réformes qui sont à court terme, des réformes à moyen terme, et il y a des réformes à long terme. C'est-à-dire qu'il faut y aller premièrement avec une rationalité. Il faut être rationnel dans les réformes et pas de précipitation. Je suis content parce que je pense que finalement, cette fois-ci, c'est la bonne. Il y a eu beaucoup de réformes, il y a eu beaucoup des années précédentes, mais je dirais que c'est plutôt des réformettes. Mais je crois que cette fois-ci, c'est très sérieux parce qu'on sent quand même que le pouvoir politique, quand même, on veut faire quelque chose, on veut réformer, on veut mettre à niveau plutôt donc, notre système de santé aux standards internationaux. Une réforme qui ne pourra se concrétiser qu'à travers l'organisation des soins, la numérisation, la carte sanitaire, la disponibilité du médicament et des équipements, l'amélioration des conditions de prise en charge des malades, ainsi que l'encouragement de l'utilisation des TIC dans ce domaine, ce qui constitue, selon les spécialistes, une priorité pour une meilleure prise en charge des malades. Il n'était pas question de remettre en fait l'aspect social de la prise en charge du malade algérien, pas du tout, mais de réorganiser, de moderniser cette prise en charge sur le plan du coût de santé, à savoir qu'il faut numériser la prise en charge du malade avec des cartes de prise en charge, que les malades soient assurés, ceux qui ne peuvent pas être assurés doivent être pris en charge avec des cartes gratuites de prise en charge élaborées soit par la mairie de leur lieu de résidence ou bien par le ministère de la Solidarité. Il a annoncé clairement qu'il va accompagner donc, la modernisation donc, du système national de santé dans sa globalité. Dans sa globalité, donc, on peut le segmenter en deux parties. Il y aura l'aspect technique hospitalier qui sera donc qui fera l'objet d'une amélioration selon les recommandations des ateliers de cette rencontre concernant l'amélioration du système national de santé. Et puis le deuxième volet, c'est celui qui est lié au personnel de la santé. Lors de cette rencontre, le président de la République a appelé à la conjugaison des efforts et à la participation de tout un chacun à l'amélioration du système de santé et de la qualité des soins afin d'aller vers une autre étape pour se rapprocher du niveau des systèmes de santé développés. Oui, alors justement, la fin ou la chute de ce sujet me tend un peu la perche. Alors le président de la République a parlé justement de l'importance d'un consensus qui doit fédérer tous les acteurs de la santé. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, professeur Mahiaoui ? Écoutez, moi j'avais participé aux journées de Wilaya, j'ai participé aux journées régionales, regroupant toutes les Wilayas et à l'échelle de tout le pays. Et honnêtement, ce qui ressort de tout ça, et il y avait tous les intervenants, tous les organismes, il y avait toutes les tendances. Et ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde veut un changement. Tout le monde veut un changement, du plus petit employé de la santé jusqu'aux nouvelles. Il y a des nouveaux professionnels dans la santé, les informaticiens, les diététiciens, les psychologues, qui ont été largement marginalisés pendant longtemps. Et tout le monde veut le changement, y compris les gestionnaires, les paramédicaux, tous les syndicats veulent le changement et on fait tout pour qu'il y ait un changement. Parce que honnêtement, pourquoi ça ? Parce que on peut donner mieux. On peut être mieux que ça, parce que les compétences sont là, les gens sont motivés, les gens n'ont pas quitté le pays, les gens sont présents, ils sont engagés. Et les 2 ans de Covid, et les 2 ans de Covid ont démontré quand même la solidarité et l'engagement du secteur de la santé, avec quand même pas autant de moyens qu'on le dise. Peut-être pas sur le changement, c'est clair que tout le monde veut une réforme de la santé. Aujourd'hui, il est clair que cela est plus qu'urgent. Personne n'est satisfait de la qualité des soins qui est dispensé, que ce soit le malade ou le professionnel ou le politique. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut un changement. Mais peut-être que je vous pose cette question pour dire que est-ce qu'il y a aujourd'hui des points sur lesquels on ne s'entend pas ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des points encore sur lesquels il y a des différences ?
Non, là, je ne pense pas, parce qu'au vu des ateliers, on a vu un peu la globalité des ateliers, on a vu les conclusions, il y a beaucoup de discorde dans les idées, parce que tout le monde veut, les différents corps aussi, même avec nos collègues généralistes, tout le monde veut bonifier son corps, et c'est tout à fait normal et légitime, je veux dire, tout le monde veut être un acteur principal dans ce reste maintenant les sources de financement, est-ce qu'un hôpital doit générer sa richesse, l'interaction publique-privée qui est un tabou, on ne peut plus parler de privé. Un malade qui vient du privé va à l'hôpital, il est presque renvoyé, excusez-moi de le dire, et en lui disant reviens là où tu viens. Donc l'interaction des organismes payeurs, des financements, des caisses d'assurance, la mutuelle, la CNAS et les assurances privées. Donc il faudra revoir tout ça et je pense que on va accorder un peu nos violons et trouver un moyen de fédérer tous les acteurs du secteur. Professeur Belhadj, sur la même question, s'il vous plaît, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des points sur lesquels il y a des divergences? Vous l'avez d'abord si bien dit. Le malade, le professionnel de la santé et le politique, les trois ne sont pas contents. Malgré qu'il y a un financement énorme, c'est-à-dire le budget, le secteur de la santé, il est énorme. Et deuxièmement, nous avons des capacités humaines et des infrastructures aussi importantes. La discordance a commencé, puisqu'on a participé dans les régionales et wilayales. D'abord, revoir le financement du système de santé. Ça a créé un point de discordance. Il faut que le politique maintenant doit décider à revoir le système de financement, parce qu'il est basé surtout à partir de... C'est-à-dire c'est l'État qui finance, il y a aussi des caisses d'assurance qui financent, mais réellement sur le terrain, beaucoup de nos concitoyens payent leurs explorations complémentaires chez le privé. On a trouvé des solutions. Ce qui a été bien fait, c'est que, par exemple, pour les accouchements, maintenant, l'État paye. Donc on l'a ressenti sur le terrain, on a trouvé des solutions. On a trouvé des solutions pour les dialyser. On commence à trouver des solutions pour la chirurgie cardiaque. Mais grâce au privé. Il faut justement le troisième point de discordance, c'est de trouver la place du privé. Ce n'est pas le privé simple. C'est ce que disait professeur Mahiaoui à l'instant. C'est par exemple une consultation ou bien une petite clinique de la chirurgie. C'est-à-dire créer des infrastructures privées réelles, mais que le citoyen se fasse rembourser. La discordance, elle est là. Comment trouver des mécanismes de financement de système de santé pour justement équiper, payer bien les gens, parce que les gens maintenant partent soit à l'étranger ou bien vers le privé. Le volet, les équipements, le président de la République l'a si bien dit, il a précisé sur la maintenance. L'État a investi des milliards pour des équipements. Nous avons des scanners par la Tesla, dans beaucoup de pays de voisins qui ne l'ont pas. Nous avons des accélérateurs, mais il y a le problème de la maintenance. Qui sont tout le temps en panne. Exactement. Donc ça crée Il y a aussi le volet formation. Il faut former ces ressources humaines, il faut les accompagner. Il faut qu'ils travaillent dans des conditions justement idoines pour faire mieux leur travail. On va y revenir en tout cas plus longuement quand on va revenir un peu sur le contenu des ateliers. Alors aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, la pandémie, docteur Tafet, a exacerbé un peu notre système de santé ou les dysfonctionnements de notre système de santé. Auparavant, on parlait de l'importance d'une réelle réforme qui soit courageuse, mais on a l'impression aujourd'hui que dans les assises d'hier et d'avant-hier, on a plus parlé de réformes qui doivent être dans l'urgence aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des réformes qui sont proposées ou de la modernisation qui est proposée aujourd'hui? On n'est pas vraiment dans la prise de décision, de réformes courageuses, j'ai envie de dire. Moi, je pense que pour faire... Il y a eu 7 ateliers. 8 ateliers, pardon. Et chaque atelier a traité donc des sujets bien particuliers. Je pense qu'on ne peut pas régler tous les problèmes, tous les ateliers en une année. Il faut beaucoup de temps, il faut prioriser, disons, et il faut donner des priorités à certaines actions. Moi, je pense que
C'est vrai que l'économie de santé, comme l'a dit donc le professeur Belhadj, l'État a dépensé énormément d'argent sans pour autant avoir des résultats efficaces. Bien sûr. Donc il faudrait, à mon avis, revoir d'abord, c'est très important, le système d'organisation des soins en Algérie. On va parler de gouvernance surtout. De gouvernance, exactement, et revoir le système de soins, revoir la formation de nos praticiens et surtout aussi l'accueil. Il faut humaniser nos hôpitaux. Il faut les humaniser, c'est très important. Revenons à l'organisation des soins. Je ne sais pas si je peux tout de suite dire quelques mots. Il faudrait que les médecins généralistes deviennent pas seulement un slogan, la pierre angulaire, il faudrait plus que ce soit un slogan. Il faudrait institutionnaliser donc le médecin référent, le médecin de famille. Vous savez que dans beaucoup de pays... C'est en cours, hein, docteur Safat. C'est en cours, mais j'espère que ça ne va pas encore prendre du temps. Voilà, prendre du temps. Vous savez que dans les pays où on a, disons, où les soins primaires, c'est 80% de la demande. Et c'est des pays qui ont adopté ce système ont très bien réussi, aussi bien du point de vue économique que du point de vue prise en charge des patients. Ça décharge les hôpitaux aussi. Ça décharge les hôpitaux. Ça permet aux hôpitaux de faire leur travail. Ils ne s'occuperont que des soins tertiaires, puis-je dire ainsi, et ils pourront faire de la recherche. Donc, les soins primaires, donc l'orientation, la hiérarchisation des soins est primordiale pour moi. Sur la même question, professeur Mahiaoui, je suis tentée de vous dire, parce que les mots qui sont revenus dans les communications au cours de ces assises, c'était des solutions réalisables et progressives, ou alors l'exploitation des moyens dont nous disposons déjà, c'est-à-dire les moyens matériels et humains. Quand on entend ce discours, on n'a pas vraiment l'impression qu'on va vers une réelle refonte du système de santé. On va vers quoi, au juste ? Écoutez, c'est clair que, appelez ça comme vous voulez, réforme, refonte, relooker, un nouvel œil sur la santé, appelez comme vous voulez, la sémantique, on peut trouver n'importe quel moyen pour définir un processus. Néanmoins, il y a l'existant quand même. Il y a 609 établissements à l'échelle nationale. C'est l'un des pays où la couverture sociale et la couverture sanitaire est la meilleure, plus que beaucoup de pays développés. On a 72 442 lits d'hospitalisation à l'échelle nationale, dont 4600 lits dédiés aux urgences. Donc il y a un existant, il y a des ressources humaines. Il y a, malheureusement, je le dis, mon ami Rachid, il va confirmer ce que je dis, c'est mal réparti. Il y a des endroits où on trouve 18 chirurgiens, 20 chirurgiens. Dites-nous ce qui ne va pas. On a beaucoup de moyens, vous le disiez, je peux compléter les chiffres que vous avez donnés. Alors on a 361 établissements hospitaliers, plus de 8070 polycliniques et salles de soins, on a quelque chose comme 100 centres de dialyse, on a une vingtaine de centres de lutte contre le cancer, on a 433 centres de proximité d'accouchement, on a également pour les praticiens, plus de 56 000 praticiens, on a 14 000 praticiens spécialistes, 28 000 praticiens généralistes, on a 2192 pharmaciens. On peut donner les chiffres comme ça, mais qu'est-ce qui ne va pas finalement? Écoutez, le chiffre sans parlant, ce qui ne va pas, c'est que la répartition n'est pas équitable à l'échelle de tout le pays. Je suis désolé de le dire. C'est pour ça que je rejoins. Il a défloré un peu mon atelier sur lequel j'ai travaillé pendant les 3 trucs, où le médecin généraliste doit être on a parlé de l'accès de soins, c'est très important. Le socle, l'accès de soins et le droit aux soins aussi. Parce qu'actuellement, c'est pas évident. C'est un droit inclus dans la Constitution. Voilà, le droit est inclus dans la Constitution, mais ce droit-là, quelquefois, honnêtement, il n'existe pas. Aller faire une cataracte à l'hôpital, pour ne citer que la cataracte, dans le secteur public. Aller faire une hernie dans le truc. Et ça, il y a un problème quelque part. C'est clair. Je suis désolé de trouver une hospitalisation pour une pathologie. Tout le monde va vers le privé aujourd'hui. Non, mais pourquoi les gens vont le privé? Parce qu'on l'a fermé. Non, parce que... Dites-nous, professeur Mahiaoui, c'est moi qui pose la question. Non, parce qu'on a trouvé un système pour ne pas faire ces pathologies dans le public, pour qu'aller dans le privé. C'est clair, je veux dire que il y a une espèce de conflit d'intérêts dans ces pathologies-là, pour ne citer que celle-là. Oui. Et donc, les gens ne trouvent pas le moyen. On rentre à l'hôpital, on va tout faire à titre privé, on fait des bilans, on fait des scanners, on fait Nous, dans le cadre du programme, je peux en parler, de transplantation d'organes, tous les bilans qui coûtent des millions sont faits à l'extérieur, je veux dire. Et où est dans tout ça les prestations et le droit à la santé? On parle de gratuité, finalement, elle est biaisée.
biaisé. Mais il est biaisé, bien sûr qu'il est biaisé, bien sûr qu'il est biaisé. Il rentre à l'hôpital, il est pris en charge à 100%. C'est les parents qui l'emmènent faire le scanner, qui payent de leur poche. On a besoin de dédimères, on va leur dire faire les dédimères dehors. On a besoin de, je sais pas, de n'importe, pour ne citer que ça. Oui. Je veux dire, c'est ça qui complique. Et les lois sont là. Le pouvoir public, je rajouterai encore plus, on est surbudgétisé. Les équipements qu'on a. Il y a du gaspillage, professeur Mehiaoui. Il n'y a pas de rationalité. Les équipements, on a les meilleurs équipements. Même quand on reçoit des étrangers venant de grands pays européens, quand ils rentrent chez nous dans les services en réa-bloc, ils trouvent du monitorage, ils disent, nous, on n'a pas ça, nous, réellement, vous êtes dotés d'équipements. Donc reste un peu d'activer, d'évaluer, d'instaurer une discipline dans les hôpitaux, en commençant par les gestionnaires, les chefs de service. Du management et de la gouvernance. Exactement, exactement. Si on n'arrive pas à faire amener les gens à 8 h du matin travailler et faire jusqu'à 16 h tous les jours, chose qui est devenue pratiquement impossible. On a essayé d'instaurer la discipline, le pointage, mais c'est pas possible, je veux dire. Il y a un dysfonctionnement, appelez ça du management, ce que vous voulez. Il y a une école supérieure d'ailleurs en principe de management médical. Oui, mais je suis manager, vous me donnez un système où les gens ont pris le pli et il n'y a pas d'organisation sur les horaires de travail, les heures de travail par semaine, c'est régi par des lois, ça. Oui. N'est-ce pas? Donc voilà, donc tout ça fait que, à la base, le système de santé paraît un peu plus défaillant parce que depuis l'accueil du patient, on ne sait même plus à qui parler, on ne sait même plus qui a une blouse blanche, qui n'a pas de blouse blanche, qui est celui-là, qui est... on a essayé, il y a 2 ans, 3 ans, ils ont essayé de badger tout le monde pour savoir qui est qui. Ça ne marche pas, les gens ne mettent pas le badge, on ne sait pas à qui on a affaire. Donc tout ça fait que... On a de bons indicateurs, hein, finalement, de développement humain, professeur Belhadj. Qu'est-ce qui ne va pas? D'abord, c'est un gâchis. Un gâchis, on a assassiné la santé publique tout doucement, dans le temps. Dans le temps, mais faire attention. Actuellement, vous avez dit au début, un système de santé mondial. Un système de santé mondial, écoutez, la santé a un coût et a un prix. Il ne faut pas oublier, nous sommes professeurs, chefs de service, nous formons nos résidents. Lorsque vous voyez un de vos résidents que vous avez formé, il a 10 fois au privé, 10 fois le salaire du professeur qu'il a formé, et ça pose une problématique. Et il faut justement payer ses professionnels. Vous imaginez quelqu'un qui passe son temps à opérer un larynx pendant 8 heures, on ne peut pas lui donner une garde à 4 000 dinars. Et au privé, l'intervention, elle coûte 1 million de dinars. Il y a une problématique. C'est prévu, la révision de la grille des salaires. Écoutez, la révision, justement, on est en train de revoir aussi les statuts. Le président de la République s'est engagé à justement aborder le volet statut. Qui dit statut, il y a obligation, il y a droit, il y a progression, formation. Il a parlé de toutes les doléances. Il a dit qu'il fallait prendre en charge toutes les doléances du personnel médical. Tout ce qui est point indiciel, la revalorisation. Je vous dis, nous ne sommes pas professeurs, nous sommes classés au sommet de la pyramide de la grille de la fonction publique, mais le meilleur d'entre nous, il a un salaire de 300 000 dinars. En tant que professeur, chef de service, avec plus de 3 décennies d'expérience. Si on compare le corps, justement, les professionnels de la santé, soit médical ou paramédical, même le manager, il y a quelque chose qu'il faut revoir si on veut se mettre à niveau. C'est vrai, nous avons beaucoup d'infrastructures, beaucoup de personnel. Professeur Belhadj, vous êtes d'accord avec moi quand je vous dis que le problème n'est pas uniquement un problème de salaire? Pas uniquement, non. Revaloriser la ressource humaine. Pourquoi les gens, justement, Mehiaoui a soulevé le problème de la présence du personnel, c'est-à-dire le respect... On a parlé d'humanisation, justement, des soins. Je pense que ça, c'est au cœur de l'humanisation des soins. Il a parlé justement du parcours. Il y a ce qu'on appelle le manager éthique. On ne peut pas vous donner quelqu'un à un manager n'est pas éthique dans sa gestion, dans sa réflexion. Maintenant, bien recevoir des gens, humaniser, ça demande une organisation, ça demande des moyens, ça demande une gestion du flux humain qui arrive. Oui. Vous ne pouvez pas gérer quand même, si vous recevez aux urgences, nous avons presque 1000 consultants, nos portes sont ouvertes, 1000 consultants, vous mettez ce que vous mettez, vous ne pouvez pas bien gérer. Vous ne pouvez pas prendre en charge un pied diabétique à 2 h du matin qui vous vient de l'Khdaria avec ses propres moyens, et pourtant à l'Khdaria, il y a un chirurgien. Ou bien vous recevez de Tipazan, ou je ne sais pas, dans d'autres régions, des malades vers les grands CHU, c'est qu'il faut, dans la nouvelle loi santé, la carte sanitaire. Et aussi,
sans l'aide du secteur privé, sans l'aide de la revalorisation de la ressource humaine, le médecin généraliste, on va tourner en rond. Il faut revoir justement nos ressources humaines, les valoriser et l'organisation et l'évaluation. C'est vrai, il y a du gaspillage, il y a de la dégradation parfois de notre matériel. Le même matériel chez le privé, il fonctionne pendant 10 ans, il ne tombe jamais en panne. Par contre, dans le secteur public, parfois c'est des pannes provoquées. C'est des pannes provoquées parce qu'il y a parfois le système D. Les gens partent travailler. Mais on se pose la question, pourquoi ils partent travailler, le chef du privé? C'est pour justement arrondir leur fin de vie. Donc il y a une problématique de fond, même ce paramédical, même ce médecin, nos collègues médecins généralistes. Mais ça c'est en cours aujourd'hui, professeur Belhadji. Ça fait des années que nous avons tiré la sonnette d'alarme sur la revalorisation. Aujourd'hui, le président de la République lui-même s'est engagé à régler ces problèmes. Encore une fois, pendant ses assises, il l'a dit, il a rappelé qu'il fallait prendre en charge les doléances du personnel médical, y compris le problème des salaires, y compris le problème de la formation. Et nous sommes là, en tant que professeurs universitaires, nous sommes en train de, justement, la refonte de la formation. Nous sommes en train d'y aller dans les normes internationales, de former le médecin généraliste, pas la peine de lui donner toutes les pathologies, au moins qu'il puisse gérer les pathologies, justement. Il y a une classification des soins. Au lieu qu'ils viennent aux urgences, dans un CHU, le médecin de la famille, le médecin général pourra prendre en charge pas mal de pathologies chroniques. Oui. Docteur Tafat, justement, alors le ministre de la Santé a parlé justement d'une meilleure exploitation des ressources déjà existantes, encore une fois, hein, puisqu'on a cité le nombre d'infrastructures existantes, le nombre de personnel. Là, aujourd'hui, on forme beaucoup de médecins, ou j'ai envie de dire, peut-être un peu moins de paramédicaux, mais on forme beaucoup de médecins. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il s'agit d'un problème aussi pour vous, d'un problème de gouvernance et de gestion? Effectivement, il faut optimiser nos moyens. Vous avez dans certains hôpitaux de la capitale ou du nord du pays, vous avez une pléthore de médecins qui se marchent, qui sont très nombreux, et vous avez certaines régions du sud, vous apprenez des hauts plateaux, où vous avez donc un désert médical. Il y a des médecins qu'on forme à coût de millions qui partent exercer leur talent ailleurs. C'est un gros problème aussi. Donc il faut se poser aujourd'hui, on a une questions. vraie hémorragie de nos médecins. Justement, il faut voir qui partent travailler en Allemagne ou dans les pays du Golfe. Et qui sont très demandés. Oui. Pourquoi ces médecins compétents quand même, nos médecins sont compétents, il faut le dire, pourquoi partent-ils, quittent le pays? Pourquoi nos médecins ne rejoignent pas les régions désertées? Ce sont les questions qu'il faut poser et auxquelles il faut ramener des réponses, il faut donner des réponses. Donc il faut optimiser nos moyens, il faut une attractivité donc, pour que ces médecins puissent exercer dans ces zones, les hauts plateaux, le sud, etc. Il faut que nos médecins ne partent pas exercer leur talent ailleurs et que nos malades ne partent pas se soigner dans d'autres pays que je vais pas citer. J'ai horreur du terme le tourisme médical, je dirais plutôt l'arnaque médicale. Il faut cesser tout cela. Donc il faut optimiser nos moyens, il faut prendre des décisions fermes. Il y a, comme l'a dit mon ami Hiaoui tout à l'heure, c'est pas normal qu'un médecin travaille 2 fois par semaine à l'hôpital dans le public et travaille beaucoup plus en public. C'est pas normal qu'un médecin travaille 2 heures par jour. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour régler ça? Il faut prendre des décisions. Non seulement des décisions, mais il faut aussi que ces médecins, comme l'a dit mon ami Belhadj, il faut aussi que ces médecins aussi soient en fonction de leur travail. Un médecin qui travaille, qui n'est pas très rentable, disons. Qui n'est pas valorisé. C'est pas le mot, voilà. Et un autre médecin qui se donne à fond, je pense qu'il faut faire un peu la différence. Il faut prendre des décisions à ce que nos médecins aillent exercer dans ces régions et ne partent pas exercer en France. C'est une décision politique, je pense qu'il est temps que... Oui. Qu'est-ce qu'il y a de faire, justement, professeur Mahiaoui? Alors aujourd'hui, on a un peu fait le diagnostic depuis un moment, vous allez me dire, mais aussi grâce à ces assises, on a fait un peu le diagnostic de ce qui se passe au niveau de notre système de santé. On a touché du doigt les dysfonctionnements. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire?
Écoutez, les solutions vont tomber. Les régions du Sud et du Haut-Plateau, motiver les gens, multiplier leur salaire par 3, par 4, donner-leur le moyen d'habiter correctement, donner-leur le moyen de ramener leur famille avec eux, les enfants, donner-leur moyen de scolariser leurs enfants là où ils sont. Et je pense que je serai le premier à partir. Je veux dire qu'il n'y a aucun problème pour ça. Mais ne m'emmenez pas dans un endroit où je ne pourrai pas vivre correctement, je ne pourrai pas évoluer et je ne suis pas payé par conséquent. Donc voilà, je veux dire que les solutions existent. C'est l'incitation. On a parlé, je veux dire, encourager l'investissement dans les régions du Sud et des plateaux. Investir quelqu'un, s'il veut installer une clinique ou un hôpital ou un cabinet clinique, exonérez-le des impôts, aidez-le dans le système bancaire. Je pense que les moyens existent. C'est une question d'incitation. Je veux dire, et par rapport à l'absenté, etc. Les lois existent, madame. Je connais, on a des amis qui sont très bien placés dans la hiérarchie de certaines entreprises et pour sortir une demi-heure, ils font une demande de sortie avec autorisation. Sinon, leur salaire est amputé du moment où ils vont appliquant les lois. Est-ce que c'est en cours aujourd'hui, professeur Mahiaoui, permettez-moi de vous poser cette question. Vous me dites, donnez-leur. Aujourd'hui, il y a eu le Premier ministre qui a fait l'ouverture, il y a eu le Président de la République qui a fait la clôture de cet événement. Et il y avait le ministre de la Santé, le premier concerné par ce secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, tout cela est en cours? Effectivement. Est-ce qu'on est parvenu finalement à asseoir une stratégie? Je vais vous dire, tout ça est en cours et rappelez-vous, je remonte à une année auparavant où monsieur le Président de la République est venu rendre visite au comité scientifique et c'est là-bas où il avait annoncé que le service civil va être aboli et que les gens du Sud vont avoir une possibilité de faire médecine à condition qu'ils signent un contrat pour revenir dans leur endroit. Donc je veux dire que la réflexion est déjà engagée. La réflexion est déjà engagée. Malheureusement, cette pandémie a fait que tout est retardé. On est plus occupé à trouver un lit d'hôpital et à soigner nos patients et à les vacciner malgré la difficulté. Mais je pense que la réflexion a été faite. La réflexion sur le départ à la retraite, sur les exonérations par rapport au pourcentage de retraite, par rapport au plafonnement, comme a dit avec les syndicats, on a eu gain de cause. Je veux dire que le politique, honnêtement, fait tous les efforts possibles pour aider à ce que les choses aille mieux. Donc à nous maintenant, écoutez, il ne faut pas aussi jeter la balle, c'est à nous maintenant en tant que professionnels de la santé, que responsables de service, enseignants-chercheurs qui sommes à l'université, d'aider à ce que les choses aillent mieux et à aider à appliquer de façon rigoureuse tout ce qui est dicté par la loi du travail, l'organisation, les heures de travail, etc. Donc c'est l'affaire de tous, je suis désolé de le dire, tout le monde doit être impliqué de bon cœur, parce que honnêtement, moi personnellement, y compris mon ami Rachid et le docteur Tavat, je suis désolé, je n'ai aucun espèce de complexe avec n'importe quel médecin et de n'importe quel pays. On peut les regarder en face, on peut discuter d'un sujet, on n'a pas à rougir de ça. Mais malheureusement, je ne peux pas accueillir un malade avec le sourire, le mettre dans une salle où il y a des draps propres, où l'ambiance est... Voilà. Il ne s'agit pas de rougir, hein, professeur Mahiaoui, il s'agit peut-être de reconnaître aujourd'hui qu'il y a un problème et que notre système de santé a montré ses limites et qu'il faut absolument trouver des solutions. Quels sont les aspects, professeur Belhadj, dont on doit tenir compte justement pour aujourd'hui être au diable? En tant que partenaire social, nous avons soulevé ce problème-là depuis presque une décennie dans les différentes assises. Ça fait des années qu'on en parle, justement. Il y a eu plusieurs assises avec plusieurs ministres de la Santé. Écoutez, deux choses importantes. Revoir le système de financement. Il faut revoir le système de financement par l'apport aussi des assurances privées. Il faut que l'Algérien paye, justement, il aura le choix d'être pris en charge soit dans le secteur public, qu'il faut l'aider. Il faut aussi trouver ce qu'on appelle un système de financement intermédiaire. Il est presque impossible maintenant que dans le secteur public, ça veut dire qu'on pourra supporter avec un tel financement le tout gratuit. Mais ça a été rejeté aujourd'hui par beaucoup de professionnels. Non, c'est-à-dire la présentation je sais que vous, professeur Belhadj, si vous permettez, je sais parce que je vous ai écouté plusieurs fois et je vous ai déjà reçu dans cette même émission, je sais que vous êtes un peu, vous refutez un peu, vous critiquez un peu la gratuité des soins, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels qui sont contre le fait de faire payer la consultation aux malades. Peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait penser à d'autres moyens, justement, de revoir
cette gratuité, mais pas en faisant payer les malades. Nous avons fait des comparaisons avec des systèmes de financement à travers le monde. Oui. À travers le monde, pas pour les pays très développés. C'est que le citoyen ne paye pas en argent. Peut-être les cotisations. Il présente une carte. Et à partir de ce système-là, s'il est cotisant, actuellement, nous n'avons qu'une seule compagnie d'assurance. Des assurés sociaux, des salariés ou non salariés. Mais on n'a pas le privé. C'est-à-dire, on n'a pas le privé. Il faut créer des sociétés d'assurance privées qui puissent donner la liberté aux gens de compléter leur système d'assurance. Le citoyen, les gens n'ont pas compris. C'est que le citoyen ne paye pas, mais il est remboursé à sa juste valeur. C'est que l'hôpital, ces compagnies d'assurance vont payer l'hôpital. Actuellement, nous avons des... Donc vous pensez, si vous permettez, vous pensez qu'il est compliqué aujourd'hui de concilier gratuité et qualité des soins? Exact. Oui. Écoutez, ça fait 2 décennies, madame. Il ne faut pas continuer à parler sur... C'est humain, certes. Nous avons un système très généreux, très humain, mais la qualité, on peut pas... Une fois, on l'a dit, est-ce qu'un hôtel 5 étoiles pourra donner des prestations de qualité et l'accès à l'hôtel est gratuit? Mais là, on parle de santé, hein. C'est un peu plus sensible. La santé... professeur Belhadj, c'est beaucoup plus sensible lorsqu'il s'agit de santé. Mais je vous parle, madame, on est sur le terrain. On est sur le terrain, c'est la réalité. C'est qu'on reçoit des gens avec des pieds diabétiques à 2 h du matin. On ne va pas leur expliquer un système de santé. Le deuxième, c'est la volonté, justement, de revoir les statuts. Ça, c'est important. Vous avez donné des solutions. Financement, en associant le secteur privé des assurances et aussi le secteur privé dans les hôpitaux. Il faut qu'il y ait des hôpitaux privés, financés, avec un contrôle, bien sûr, et là, il y aura la concurrence. Et le secteur public, l'État ne pourra pas se désengager de tout ce qui est maladie du cancer. Vous avez participé aux discussions en tant que partenaire social, vous avez participé aux discussions qui ont eu lieu avec le ministère de la Santé à plusieurs reprises, à l'occasion justement des assises régionales. Comment ça a été accueilli, ce genre de proposition, par exemple, quand on parle d'ouverture d'hôpitaux privés? Je vous dis, il y a eu un ministre délégué à la réforme de la santé. Le professeur Mosbah, on a fait un travail, on a présenté même des propositions. C'est que tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, c'est vrai, ça demande du temps. Ce n'est pas demain, ce n'est pas dans un mois. Ce programme pourra demander peut-être 5 années. Il faut aussi que les gens, vous avez remarqué que les gens participent. Les gens, il y a beaucoup l'informel qui est en train de tuer plusieurs secteurs. Il n'en est pas question que quelqu'un qui ne paye pas ses impôts puisse bénéficier d'un système de santé comme ça, et il pourra, ça dépend de la place, justement, de celui qui a des faibles ressources. Docteur Tafet, est-ce que vous pensez aussi qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible, comme dit le professeur Belhadj, de concilier qualité des soins avec la gratuité? Vous savez, c'est très difficile à aborder, effectivement. Parce que quand vous avez un décret qui, depuis des années, changé comme ça dès le départ, c'est un peu difficile. Mais c'est vrai que... Peut-être trouver des systèmes intelligents, justement. Exactement. C'est vrai que cette gratuité des soins nous coûte beaucoup trop cher. Je me rappelle, dans le temps... Peut-être penser à un système qui privilégie peut-être les plus démunis. Exactement, exactement. Et il n'est pas normal que, comme a dit mon ami Belhadj, donc de ne pas faire payer quelqu'un qui peut payer. Donc, à mon avis, déjà, ce n'est pas tellement gratuit, parce que c'est vrai que la consultation elle est gratuite, c'est vrai que l'hospitalisation est gratuite, mais le malade paye beaucoup. Les examens complémentaires sont pratiquement faits à titre privé. Donc, je pense qu'il faut trouver un système un peu qui va donc équilibrer ces deux choses. C'est un peu difficile. Je pense que c'est délicat quand même. Oui. Professeur Mahiaoui, on a beaucoup parlé au cours de ces assises, justement. Je voudrais peut-être rebondir sur le paiement aussi. Non, oui, allez-y, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, c'est juste un truc, une métaphore. Une voiture qui coûte 12 millions de dinars, 13 millions de dinars, elle est assurée à 800 000 dinars. Et quand il y a un accident... la voiture est remboursée. Mais la personne qui est plus ou moins polytraumatisée ou fracturée, elle va à la charge de l'État.
pourquoi on paierait pas, cette assurance ne paierait pas les soins de cette personne à l'hôpital? Regardez, mais c'est vrai que c'est pas dit comme ça paraît simple. Hein, non, mais non, c'est pas que ça paraît simple. Il y a des assurances, il y a des assurances privées, il y a un tiers payant, il y a la mutuelle. Et les gens paient. Et les gens payent. Puis c'est tout. Et puis c'est tout. Pourquoi quand on voyage, on a une assurance? Pourquoi les gens, quand ils ont des cartes de crédit, même dans les banques algériennes, l'assurance est comprise dans la carte de crédit? Vous le savez très bien. Je pense que même vous avez cette carte de crédit qui pourrait éventuellement vous assurer durant votre voyage. Vous voyez qu'il y a des mécanismes. Activons-le. Et pourquoi on ne le fait pas alors? Eh bien, je ne sais pas. Activons-les. C'est à quel Moi, niveau je trouve anormal que le personne, on lui rembourse 1 milliard pour sa bagnole, mais le monsieur, il va se faire soigner chez Rachid, et c'est l'État qui paye. Professeur Mahiaoui, je vous pose une question directe, professeur Mahiaoui. Qui doit décider de cela? Eh bien, écoutez, honnêtement, j'en appelle aux autorités supérieures du pays, le pouvoir, et c'est eux qui ont le pouvoir de décision. Nous, on a la proposition, on adhère totalement, et nos propositions ont été faites, notre boulot a été fait. On a fait ce qu'on avait à faire, on a fait les 8 ateliers sur des thématiques bien précises, pointueuses et réellement porteuses. Maintenant, ils vont développer à haut niveau, parce qu'il faut quand même développer avec d'autres experts, des gens qui sont dans des finances, etc. Donc ils vont développer pour trouver ces mécanismes. Mais dans tous les pays du monde, la médecine n'est pas totalement gratuite, même si elle est gratuite. Il y a eu des petites propositions par moment par des compagnies d'assurance, notamment par rapport à la prise en charge des malades cancéreux, parce que j'avais vu ça à un moment donné, il y a quelques années, mais ça n'a jamais abouti, en réalité. Écoutez, Sarah, je reviens encore sur des trucs pratico-pratiques, parce qu'on s'est promis de se dire la vérité. Pas dans votre émission, même dans votre média, mais on s'est promis, dans ces assises, de se dire la vérité. Une meilleure communication, déjà, c'est déjà un bon point. C'est déjà un bon point, madame. Il faut dire la vérité aux Algériens. Pourquoi quelle société nationale a une convention avec une clinique privée? Et les gens vont faire leur bilan, vers leur intervention, et c'est l'argent de l'État, non? C'est l'argent de l'État. Les institutions publiques. Et pourquoi à l'hôpital on ferait pas ça? Je veux dire, je parle comme ça, en essayant de passer avec un peu d'humour, mais c'est la réalité, vous le savez très bien. Que je citerai pas les sociétés pour ne pas stigmatiser, mais je sais que les gens, ils vont leur faire le bilan quand ils veulent, le bilan qu'ils demandent. Il a besoin d'un scan, il va faire son scan, il a besoin, et c'est payé par sa société, et c'est l'argent de l'État qui tourne. Donc voilà, pourquoi ne pas capitaliser tout ça pour en faire une médecine avec un tiers payant, des assurances privées? Professeur Belhadj, brièvement, pour qu'on passe sur les ateliers. La question, vous allez me poser une question, donc j'ai rebondi un peu. Oui, là maintenant c'est lui qui veut rebondir, allez-y, professeur Belhadj, on va revenir. Il y a le pouvoir régalien de l'État. Le pouvoir régalien, il y a la loi sanitaire, elle est là. Il y a les arrêtés d'application. Que le citoyen, c'est-à-dire, ne soit pas inquiet, c'est que l'État continuera à prendre en charge tout ce qui est pathologie mentale, les urgences, tout ce qui est la maladie chronique, l'État, le cancer, l'État est là. C'est-à-dire qu'il y a les mécanismes, l'État ne pourra jamais abandonner. Mais le reste, on doit trouver des ressources de financement et aussi d'évaluation. Même pour le cancer, on doit trouver des solutions. On a parlé sur la numérisation. Pour donner un exemple. Oui, ça c'est un des ateliers d'ailleurs. Pour évaluer, justement, évaluer, contrôler. Par exemple, quelqu'un qui fait une garde, qui n'opère pas, il a la même garde, c'est-à-dire en termes pécuniaires, que quelqu'un qui a passé toute la nuit à opérer. C'est pas normal. On doit revoir cela, mais il faut l'évaluer, de faire la part des choses. Entre quelqu'un qui opère 1000 malades par an et quelqu'un, il opère 50 malades par an, il faut lui dire. Mais réellement, peut-on numériser nos urgences? Vous ne pouvez pas laisser, par exemple, un clavier comme ça. Il y a une dégradation, il y a du vol, il y a du gaspillage. On doit, pour pouvoir organiser tout cela, il faut financer le système de santé. Nous sommes les derniers de la classe en matière de numérisation. Tous les autres. Mon ami Mahiaoui l'a si bien dit, la santé est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire de la santé wahda. La santé, c'est l'intérieur, c'est clair aujourd'hui, c'est le commerce, c'est le transport, bien sûr. C'est les médias. C'est clair, aujourd'hui, si on parle de réforme... Ce n'est pas une affaire du ministère de la Santé ou de l'enseignement supérieur. C'est multisectoriel, absolument. Oui. J'aimerais, il ne nous reste pas beaucoup de temps, hein, mais j'aimerais quand même qu'on revienne brièvement sur le contenu des ateliers. Alors on a parlé, hein, en gros, on a déjà parlé en tout cas des contenus sans les énumérer. On a beaucoup parlé dans ces ateliers de l'humanisation du secteur et l'amélioration de la couverture sanitaire. J'aimerais revenir sur l'aspect, sur cette notion d'humanisation.
Comment arriver aujourd'hui à l'humanisation de notre système de santé? D'abord, il faut penser à... D'abord, il faut nous-mêmes, en tant que corps médical, en tant que travailleurs de la santé, il faut d'abord qu'on change nous-mêmes. Oui. Et d'une. Deuxièmement, il faut pouvoir ce personnel aussi et en fonction de son travail. Donc, il faut valoriser son travail par son salaire, etc. Il faut aussi améliorer nos structures. Il faut les structures d'urgence, par exemple, qui posent un grand problème. Et voilà, par exemple. Et puis il y a aussi la formation de ces personnels aussi qui est très importante. Il faut mettre à jour leur formation. Oui. Aujourd'hui, on parle de refonte, carrément de la pédagogie, du contenu pédagogique de la formation de médecine. Oui, exactement. La formation initiale, par exemple, je parle en tant que généraliste des médecins généralistes, la formation initiale de nos médecins doit être revue. Oui. Bon, c'est déjà en cours. La réforme des études médicales est en cours. On a déjà commencé par le premier palier et le deuxième palier. Maintenant, on est au stade du troisième palier. Et c'est le plus important parce que je pense que c'est là où il faut voir justement la notion du médecin généraliste, le réhabiliter justement en créant carrément la spécialité de médecine générale. Oui. C'est très important. Désormais, on parlera de médecin généraliste spécialiste. Spécialiste. Oui, on ne parlera plus du médecin généraliste par défaut, parce que les médecins généralistes, les 40 000 médecins généralistes actuellement, ne sont pas vraiment des médecins généralistes, ce sont des docteurs en médecine. Oui. Donc il faut qu'il y ait donc le terme des médecins généralistes, il faut qu'il y ait une spécialité de médecine générale. Bon, c'est en cours. Nous, en tant que Société algérienne de médecine générale, on collabore avec le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Enseignement par nos propositions, par ce qu'on peut faire. Et le deuxième point, c'est aussi sa formation continue qui doit être revue. Actuellement, vous avez un médecin, par exemple, des années 70, des années 80, qui n'a plus, qu'on ne revoit plus. Et parfois, au niveau de la CNAS, on a reproché aux médecins généralistes le déficit de la CNAS. Pourquoi? Parce que certaines ordonnances sont aberrantes, beaucoup de médicaments dans une ordonnance, par exemple, et tout. Est-ce que c'est la faute au médecin qui n'a pas été évalué, qui n'a pas été contrôlé, qui n'a pas été formé depuis 10-20 ans, ou bien c'est la faute justement à la CNAS, c'est la faute au pouvoir public qui n'ont pas pensé à sa formation. Je veux dire par là que la formation continue doit être institutionnalisée aussi. Elle ne doit pas être ce qu'elle est actuellement, assurée par les laboratoires avec des conflits d'intérêts. Donc, on doit penser à la formation continue évaluante. Oui, on retiendra le mot de la formation continue. On arrive pratiquement à la fin de cette émission. On conclut, professeur Mahiaoui. Conclure, c'est très bien. Je veux dire qu'on a tellement de choses à dire qu'une heure, ça suffit pas. On va faire une doléance. Je voulais terminer. Non, c'est-à-dire que, bien entendu, il y a un élément très très important dont on a parlé durant les assises, c'est la contractualisation. C'est-à-dire que quelqu'un, un service, un hôpital qui travaille plus doit gagner plus. Un médecin qui travaille plus doit gagner plus. Je rejoins ce qu'a dit. Il en a parlé tout à l'heure. Non, c'est-à-dire que je suis désolé, quelqu'un qui passe la nuit à la maison et quelqu'un qui fait une garde de nuit blanche ne sont pas payés de la même manière. Et ça doit ressortir sur les bilans. Selon la rentabilité. Deuxième élément sur lequel j'insiste beaucoup. Évaluez-nous. Allez dans les hôpitaux, faites de l'évaluation. J'ai un service où je dois faire 600 malades par an, j'ai un budget conséquent pour ça, je ne fais pas 600 malades, fermez-moi mon service et ramenez quelqu'un d'autre. Je veux dire que c'est très important. La contractualisation, si on arrive à mettre en place ce système de contractualisation, de contrôle et d'évaluation, que ce soit public ou privé pour ne pas stigmatiser, je pense qu'on fera un très très grand pas dans la médecine d'aujourd'hui. Professeur Belhadj, vous avez le mot de fin. Rapidement, j'espère que l'année 2022, ça va être l'année de la santé. Je voulais dire beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, mais nous sommes toujours là. On n'a pas quitté notre pays. Nous sommes là pour le malade, pour rajouter, nous enseignons l'éthique, la déontologie, et ça, nous avons fait des études pour l'humain, pour le bien-être de l'humain. Inch'Allah, on dit aussi que Corona va disparaître. Ça, c'est important. Ouais, ça, c'est très optimiste, professeur Belhadj. Oui. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle également que le président de la République avait promis que les revendications, justement, du personnel médical seront satisfaites. Il a également parlé des lois en rapport avec la santé. Ça, on n'en a pas vraiment parlé. Toutes les lois en rapport avec la santé seront également revues
selon le chef de l'État. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Je vous retrouve vendredi. Au revoir. خرتي مطلع